Une fillette frêle, apparue de nulle part et paniquée, demanda le silence avant qu'il n'entre dans la chambre. De l'autre côté de la porte, des criminels l'attendaient pour un enlèvement parfaitement planifié, mais grâce à une enfant oubliée du monde, le millionnaire s'échappa. Le soleil brillait sur les toits en ardoise du 16e arrondissement de Paris. Les larges avenues bordées d'arbres centenaires respiraient l'opulence et le calme d'un mardi après-midi ordinaire. Au milieu de ces rues distinguées, l'hôtel particulier de Lucien Dufresne se dressait, majestueux derrière ses grilles en fer forgé, témoin silencieux de la fortune considérable de son propriétaire. Lucien Dufresne, magnate de l'immobilier et figure incontournable de la haute société parisienne, n'était pas attendu chez lui avant plusieurs heures. Son emploi du temps, réglé comme du papier à musique, ne prévoyait son retour qu'en début de soirée, après une série d'importantes réunions avec des investisseurs étrangers. Pourtant, à 14 heures précises, sa berline noire franchit le portail de la propriété, surprenant le jardinier qui taillait méticuleusement les buis de l'allée principale. « Bonjour, monsieur Dufresne », lança le vieil homme en soulevant. « Ça a casquette. Nous ne vous attendions pas si tôt. » Lucien esquissa un sourire poli. À 53 ans, il imposait toujours autant de respect qu'à ses débuts. Son visage austère aux tempes grisonnantes, ses costumes impeccablement taillés et son regard perçant intimidaient même ses plus proches collaborateurs. Aujourd'hui, cependant, il semblait préoccupé, presque vulnérable. « J'ai dû annuler ma dernière réunion, Antoine. Des imprévus, répondit-il simplement avant de se diriger vers l'entrée. La vérité était plus complexe. Pour la première fois en 20 ans, Lucien avait ressenti un malaise inexplicable. Au milieu d'une négociation cruciale, une angoisse sourde l'avait envahi, comme un pressentiment tenace. Sans pouvoir l'expliquer, il avait soudain eu besoin de rentrer chez lui, dans cette demeure où il vivait pourtant presque comme un étranger, tant ses affaires l'accaparaient. Le gravier crissa sous ses pas, tandis qu'il montait les quelques marches menant au perron. Il s'apprêtait à insérer sa clé dans la serrure quand quelque chose d'inhabituel attira son attention. La porte était légèrement entr'ouverte, un détail anodin pour beaucoup, mais pas pour un homme aussi méticuleux que Lucien Dufresne. Madame Pelletier, sa gouvernante depuis 15 ans, n'aurait jamais commis une telle négligence. Il poussa doucement la lourde porte, s'attendant à trouver le personnel de maison vacant à ses occupations habituelles. Le hall d'entrée, avec son sol en marbre blanc et son imposant escalier central, était désert. Un silence étrange régnait, seulement troublé par le tic-tac régulier de la pendule ancienne. « Madame Pelletier » appela-t-il, sa voix résonnant dans le vide. Aucune réponse. Lucien fronça les sourcils. Le mardi, tout le personnel était normalement présent. La gouvernante, la cuisinière et au moins 2 femmes de chambre. Cette absence était pour le moins inhabituelle. Il avança dans le hall, ses pas résonnant contre les murs ornés de tableaux de maître. Alors qu'il se dirigeait vers le grand salon, un mouvement furtif sur sa droite le fit sursauter. Une petite silhouette émergea de derrière une colonne, lui arrachant un hoquet de surprise. C'était une fillette, 9 ou 10 ans tout au plus, vêtue d'un jean usé et d'un pull trop grand pour elle. Ses cheveux châtains étaient noués, en une tresse approximative, et ses grands yeux noisettes le fixaient avec une intensité troublante. Elle ne ressemblait en rien aux enfants privilégiés qu'il croisait parfois lors de réceptions mondaines. Cet enfant portait sur son visage les marques d'une vie difficile, mais aussi une étrange détermination. « Qui es-tu » demanda Lucien, partagé entre irritation et curiosité. « Comment es-tu entré ici » La fillette leva un doigt à ses lèvres, lui intimant le silence avec une autorité surprenante pour son âge. Puis, avec une agilité inattendue, elle s'approcha de lui et saisit sa manche. « Ne parlez pas fort, monsieur », chuchota-t-elle, son accent trahissant les quartiers populaires, du nord de Paris, et ils vont vous entendre. « Ils ? De qui parles-tu, petite ? Où est mon personnel ?» L'enfant tira sur sa manche avec insistance, l'entraînant vers une porte dérobée que Lucien connaissait à peine, celle qui menait aux cuisines par un couloir de service. « Je m'appelle Manon, murmura-t-elle, Manon Girard, et si vous restez ici, vous allez avoir de gros ennuis. » Il y avait dans sa voix une urgence qui stoppa net les questions de Lucien. Quelque chose dans le regard de cet enfant, une lueur de peur authentique mêlée à une maturité déconcertante, l'incita à la suivre sans protester davantage. Le couloir de service était étroit
et faiblement éclairée. Manon s'y déplaçait avec l'aisance de quelqu'un qui connaissait les lieux, ce qui intrigua Lucien. Comment cette fillette pouvait-elle être aussi familière avec les recoins de sa propre maison? « Ta famille travaille ici ?» demanda-t-il à voix basse, tandis qu'ils progressèrent vers les cuisines. Manon secoua la tête sans ralentir. « Non, monsieur. Je viens parfois aider Madame Pelletier quand elle a besoin d'un coup de main. Elle me donne des restes et quelques euros. » Cette révélation surprit Lucien. Il ignorait totalement que sa gouvernante employait occasionnellement une enfant. Cela expliquait néanmoins la familiarité de la fillette avec les lieux. Ils atteignirent enfin la cuisine, vaste pièce équipée d'électroménagers professionnels et habituellement animée par la présence de Madame Laurent, la cuisinière. Aujourd'hui, elle était aussi déserte que le reste de la maison. « Où sont-ils tous passés ?» murmura Lucien de plus en plus perplexe. Manon le guida jusqu'à un tabouret près de l'îlot central et lui fit signe de s'asseoir. « Ils les ont fait partir », expliqua-t-elle, ses yeux scrutant nerveusement la porte. « Les hommes. Ils sont arrivés. Vers midi, ont montré quelque chose à Madame Pelletier et elle a fait sortir tout le monde. Elle avait l'air effrayée. » Un frisson parcourut l'échine de Lucien. « Quels hommes? De quoi parles-tu » ? « 3 hommes en costume, précisa Manon. L'un d'eux a dit qu'ils étaient de la sécurité, qu'il y avait une alerte et qu'ils devaient vérifier la maison. Mais c'était un mensonge. Comment peux-tu en être si sûr? Le visage de la fillette se ferma. Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre de la cuisine qui donnait sur le jardin arrière. Parce que je les ai entendus parler quand ils pensaient être seuls. Ils ont dit votre nom, monsieur Dufresne. Ils ont dit qu'ils vous attendraient, qu'ils vous attacheraient et vous emmèneraient quelque part, pour de l'argent. Ces mots, prononcés avec la simplicité brutale de l'enfance, figèrent Lucien sur place. Un enlèvement? Était-ce possible? Lui qui avait toujours vécu dans l'illusion d'une sécurité parfaite, protégé par sa fortune et son statut social. « Pourquoi devrais-je te croire ?» demanda-t-il, bien que son instinct lui soufflait déjà que cet étrange enfant disait « Vrai !» Pour toute réponse, Manon sortit de la poche de son jean un téléphone portable, le sien, reconnut Lucien avec stupeur. « Ils l'ont pris sur le bureau dans l'entrée, » expliqua-t-elle. « Ils voulaient l'utiliser pour vous envoyer un message plus tard. Je l'ai repris quand ils sont allés inspecter l'étage. » Lucien prit le téléphone, constatant qu'il s'agissait bien du sien, celui qu'il laissait toujours dans le hall en rentrant. Il déverrouilla l'écran et vit plusieurs appels manqués de son assistante. « Comment as-tu fait pour rester ici sans qu'il te voie ?» demanda-t-il, impressionné malgré lui par l'audace de cet enfant. Un sourire fugace éclaira le visage de Manon, lui rendant brièvement son apparence d'enfant. « Je connais tous les recoins de cette maison, monsieur. Je viens souvent quand il n'y a personne. Madame Pelletier le sait, elle me laisse utiliser la salle de bain parfois, quand il fait trop froid dehors. » Cette confession aurait dû irriter Lucien, lui qui tenait tant à sa vie privée. Pourtant, il ne ressentit qu'une vague de compassion pour cette fillette qui considérait comme un privilège l'accès occasionnel à une salle de bain. « Où vis-tu, Manon ?»« Avec mon grand-père, à La Courneuve, dans la cité des 4000. La Courneuve. Un monde à des années-lumière du 16e arrondissement, malgré la proximité géographique. Une de ces banlieues défavorisées dont Lucien avait entendu parler sans jamais s'y intéresser vraiment. Un bruit sourd à l'étage les fit sursauter tous les deux. Des pas résonnaient au-dessus de leur tête. Ils redescendent, chuchota « Manon », la peur déformant à nouveau ses traits. Lucien sentit son cœur s'accélérer. La situation semblait surréaliste, tout droit sorti d'un film d'action. Pourtant, l'expression de terreur authentique sur le visage de cet enfant ne laissait aucune place au doute. « Que fait-on maintenant ?» demanda-t-il, surpris de s'en remettre. À une fillette de 10 ans. Manon se redressa, une détermination nouvelle brillant dans ses yeux. « On va utiliser votre téléphone pour appeler de l'aide. Puis on va se cacher dans la remise du jardin, celle derrière les rosiers. Ils ne penseront jamais à chercher là-bas. » Lucien acquiesça, admiratif devant le sang-froid de cet enfant qui venait probablement de lui sauver la vie. Alors qu'il se préparait à sortir discrètement par la porte de service, une question lui traversa l'esprit. « Pourquoi m'aides-tu, Manon? Tu aurais pu simplement partir, te mettre en sécurité. » La fillette le regarda avec une intensité troublante, comme si la réponse était la plus évidente du monde. Parce que c'est ce qu'on doit faire quand on peut aider quelqu'un, non?
Ma mère disait toujours ça, avant de... Elle laissa sa phrase en suspens, mais Lucien comprit. Dans ce moment de danger extrême, cet enfant des quartiers défavorisés lui donnait une leçon d'humanité qu'il n'était pas prêt d'oublier. La remise du jardin sentait le terreau et les outils. Lucien se faufila derrière Manon, courbant sa haute silhouette pour passer par la petite porte en bois. L'espace était exigu, encombré de râteaux, de pelles et de sacs de terre. Une minuscule fenêtre laissait filtrer un rayon de soleil qui dessinait des ombres fantasmagoriques sur le mur du fond. « J'ai souvent dormi ici », confia Manon en s'asseyant sur un tabouret bancal. « C'est tranquille et il ne pleut pas. » 7. Simple phrase frappa Lucien comme un coup de poing. Cet enfant avait dormi dans sa remise, à quelques mètres de sa luxueuse demeure, sans qu'il n'en sache rien. Combien de nuits avait-elle passé là, invisible, tandis qu'il dormait dans ses draps de soie égyptienne? « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-il en sortant son téléphone. Manon haussa les épaules avec une désinvolture qui trahissait l'habitude de minimiser ses difficultés. L'hiver, surtout. Notre appartement n'est pas toujours chauffé, et puis il y a trop de bruit là-bas. Ici, c'est calme. Lucien sentit une émotion indéfinissable l'étreindre. Il composa rapidement le numéro de son chef de sécurité, Philippe Mercier, un ancien des forces spéciales qu'il employait depuis 5 ans. « Philippe ? C'est Dufresne. J'ai une situation d'urgence. » Il parla à voix basse, expliquant la situation en quelques phrases concises. « 3 hommes. Oui, dans ma maison. Non, je suis caché dans le jardin. Une petite fille m'a prévenu. Oui, immédiatement. » Il raccrocha et se tourna vers Manon, qui observait les alentours avec la vigilance d'un petit animal habitué au danger. « L'aide arrive. Philippe va contacter la police et sera là dans moins de 10 minutes avec son équipe. » La fillette hocha la tête, visiblement soulagée mais toujours tendue. Ses doigts jouaient nerveusement avec l'extrémité de sa tresse. « Raconte-moi exactement ce que tu as entendu » demanda Lucien, profitant de ce moment d'attente forcée. Manon prit une profonde inspiration, comme pour rassembler ses souvenirs. « Je suis arrivé vers midi, comme d'habitude le mardi. C'est le jour où Madame Pelletier prépare toujours un grand déjeuner pour le personnel, et elle me garde souvent des restes. » Ses joues rosirent légèrement, comme si elle avouait une faiblesse. J'étais près de la grille quand j'ai vu arriver une voiture que je ne connaissais pas. 3 hommes en sont sortis. Ils portaient des costumes, mais pas comme les vôtres. Les leurs étaient moins bien. Lucien ne put s'empêcher de sourire à cette observation enfantine, mais perspicace. J'ai trouvé ça bizarre, alors je me suis caché derrière les buissons. Ils ont sonné à l'interphone et ont dit quelque chose à propos de sécurité. Madame Pelletier les a fait entrer. Elle marqua une pause, ses yeux se voilant à ce souvenir. Normalement, elle ne laisse entrer personne quand vous n'êtes pas là. Mais ils lui ont montré quelque chose qui l'a effrayé. Une carte, je crois, ou peut-être un pistolet. Sa voix trembla légèrement. J'ai attendu qu'ils entrent, puis je me suis glissé par la petite porte de service, celle que les jardiniers utilisent. Je voulais prévenir Madame Pelletier que c'était peut-être des voleurs. « Tu as été très courageuse », murmura Lucien, impressionné par l'instinct protecteur de cet enfant pour sa gouvernante. Quand je suis entré, j'ai entendu des voix dans le grand salon. Les hommes parlèrent fort. Ils disaient que tout devait être prêt pour votre retour à 17h, qu'ils vous attendraient dans l'entrée et vous neutraliseraient avant que vous ne compreniez ce qui se passait. Manon frissonna, revivant visiblement la scène. Ensuite, ils ont parlé d'une maison quelque part à la campagne où ils vous garderaient jusqu'à ce que l'argent soit payé. Beaucoup d'argent. Lucien hocha gravement la tête. Un enlèvement crapuleux comme il le craignait. Sa fortune, qu'il avait tant chérie, devenait soudain une menace pour sa vie. « J'ai eu peur », continua Manon. « Je me suis caché dans le petit placard sous l'escalier. J'y ai déjà dormi une fois quand il neigeait trop pour rentrer. » Elle évitait son regard comme honteuse de ses aveux. De là, j'ai entendu Madame Pelletier dire au personnel de partir que c'était un ordre de la police. Elle avait l'air terrifiée. Je crois que les hommes la menaçaient. La colère monta en Lucien à l'idée que sa fidèle gouvernante ait pu être menacée. Madame Pelletier, avec son chignon impeccable et ses manières d'un autre temps, était l'âme de cette maison depuis si longtemps qu'il l'imaginait presque immortelle. Et ensuite,
Ils ont commencé à inspecter toute la maison. J'ai réussi à me faufiler d'une cachette à l'autre sans qu'ils me voient. J'allais m'enfuir quand j'ai vu votre voiture arriver par la fenêtre du premier étage. Je ne comprenais pas pourquoi vous rentriez si tôt. Alors j'ai couru pour vous intercepter, avant qu'ils ne vous voient. » Cette dernière phrase résonna dans le silence de la remise. Cette petite fille avait risqué sa sécurité pour sauver un homme qu'elle connaissait à peine, un homme qui n'avait jamais prêté attention à son existence jusqu'à aujourd'hui. « Pourquoi ne t'es-tu pas enfui ?»« Tout simplement !» demanda Lucien, sincèrement curieux. Manon le regarda avec des yeux où brillait une sagesse bien au-delà de son âge. « Parce que personne n'aurait pu vous prévenir à temps. Et puis... » Elle hésita, cherchant ses mots. « Vous avez toujours été gentil avec le personnel. Madame Pelletier dit que vous êtes un bon patron, que vous payez bien et que vous n'êtes jamais méchant, même quand vous êtes contrarié. » Ces paroles touchèrent Lucien plus qu'il ne l'aurait cru possible. Était-ce vraiment ainsi que le voyait son personnel? Un homme simplement pas méchant? Il avait toujours pensé mériter des qualificatifs plus élogieux, brillant, visionnaire, audacieux. Mais aux yeux de cet enfant, sa valeur se mesurait à sa simple décence humaine. Un bruit de moteur interrompit ses réflexions. Par la petite fenêtre de la remise, ils aperçurent une voiture noire franchir le portail, suivie de près par 2 véhicules de police banalisés. « C'est Philippe », souffla Lucien, soulagé. « Nous sommes sauvés. » Il s'apprêtait à sortir, quand Manon agrippa sa manche. « Attendez, ils pourraient nous voir depuis la maison. » Lucien se figea, impressionné par la prudence de la fillette. Elle avait raison. Mieux valait attendre que la situation soit sous contrôle. Ils observèrent en silence les hommes qui descendirent des véhicules. Philippe, imposant dans son costume sombre, donnait des instructions aux policiers en civil qui l'accompagnaient. Avec une efficacité militaire, le groupe se déploya autour de la propriété, certains se dirigeant vers l'arrière de la maison. Moins de 2 minutes plus tard, le téléphone de Lucien vibra. « Monsieur Dufresne, c'est Mercier. Nous avons sécurisé le périmètre. Où êtes-vous exactement ? » ?»« Dans la remise du jardin derrière les rosiers. »« Restez-y. Je viens vous chercher personnellement. » La communication coupa. Lucien se tourna vers Manon dont le visage s'était légèrement détendu. « C'est fini ? » ?»« Presque, » répondit-il avec un sourire rassurant. « Philippe va venir nous chercher. » Comme pour confirmer ses paroles, la porte de la remise s'ouvrit doucement, révélant la silhouette massive de Philippe Mercier. Ses yeux balayèrent rapidement l'espace exigu avant de se poser sur Lucien, puis sur la petite fille à ses côtés. « Monsieur Dufresne, dit-il avec un soulagement évident, « vous n'êtes pas blessé ?»« Grâce à cette jeune demoiselle, » répondit Lucien en posant une main sur l'épaule de Manon. Le regard de Philippe s'attarda sur la fillette avec curiosité, mais son professionnalisme reprit vite le dessus. « La situation est sous contrôle. Nous avons appréhendé 3 individus à l'intérieur de la résidence. Ils étaient armés. » Ces derniers mots confirmèrent la gravité de la situation. Ce n'était pas un simple cambriolage, mais bien une tentative d'enlèvement prémédité. « Madame Pelletier » s'inquiéta immédiatement Lucien. « Elle va bien, secouée mais indemne. Il l'avait enfermée dans l'office avec les autres membres du personnel. Apparemment, il prévoyait de les libérer une fois qu'il vous aurait emmené. » Philippe jeta un regard discret vers Manon, soucieux de ne pas l'effrayer davantage avec les détails. « Venez, nous avons établi un périmètre de sécurité. Une équipe scientifique va bientôt arriver pour relever les traces et indices. » Ils sortirent de la remise, Manon restant prudemment dans l'ombre de Lucien. Dans l'allée principale, plusieurs voitures de police étaient désormais stationnées, leurs gyrophares illuminant le jardin d'éclats bleus. Des policiers en uniforme sécurisaient les lieux, tandis que d'autres, en civil, semblaient recueillir des témoignages auprès du personnel de maison. Madame Pelletier, assise sur un banc près de la fontaine, se leva d'un bond en apercevant Lucien. Son visage habituellement impassible était ravagé par l'émotion. « Monsieur Dufresne, Dieu soit loué, vous êtes sain et sauf. » Elle s'avança vers lui, puis s'arrêta net en reconnaissant la petite silhouette à ses côtés. « Manon, que fais-tu ici ?» La fillette baissa les yeux, soudain mal à l'aise. « Elle m'a sauvé la vie, Madame Pelletier, » intervint Lucien. « Sans elle, je serais tombé droit dans leur piège. » La gouvernante porta une main à sa bouche stupéfaite. Cet enfant,
C'est elle qui vous a prévenu. Lucien acquiesça, sentant une vague de gratitude l'envahir à nouveau. Elle a risqué sa vie pour m'avertir. Elle aurait pu s'enfuir, mais elle a choisi de rester pour me prévenir. Madame Pelletier s'approcha de Manon et, dans un geste inhabituel pour cette femme, toujours si mesuré, l'enveloppa dans une étreinte maternelle. « Oh, ma petite, quelle bravoure !» Un officier de police s'avança vers eux, carnet en main. « Monsieur Dufresne, je suis le commandant Moreau. Nous aurions besoin de votre témoignage, ainsi que de celui de la jeune fille. Si vous voulez bien me suivre. » Lucien sentit Manon se raidir à ses côtés. « Je dois rentrer, » murmura-t-elle, l'inquiétude assombrissant son regard. « Mon grand-père va s'inquiéter si je ne suis pas là pour lui préparer son dîner. » Cette simple phrase, prononcée avec tant de naturel, serra le cœur de Lucien. À 10 ans à peine, cet enfant portait des responsabilités qu'aucun enfant ne devrait avoir à assumer. « Je comprends, » dit-il doucement. « Commandant, serait-il possible de remettre l'audition de mademoiselle Girard à demain? Son grand-père l'attend. » L'officier hésita, puis acquiesça. « Très bien, mais j'aurais besoin de ses coordonnées complètes. »« Je m'en porte garant, » affirma Lucien avec une autorité qui ne souffrait aucune contestation. « Je veillerai personnellement à ce qu'elle soit disponible pour témoigner demain. » Le policier nota quelque chose dans son carnet, puis s'éloigna pour superviser l'opération. Lucien se tourna vers Manon, frappé par la fatigue qui marquait soudain ses traits enfantins. L'adrénaline retombée, elle semblait épuisée. « Laisse-moi te raccompagner chez toi, » proposa-t-il. « Je voudrais remercier ton grand-père pour avoir élevé une petite fille aussi courageuse. » Manon hésita, visiblement partagée entre la méfiance et l'attrait de ne pas avoir à prendre les transports en commun jusqu'à la Courneuve. « Il ne pourra pas vous remercier, » dit-elle finalement. « Il ne parle presque plus depuis son accident. »« Raison de plus pour que je vienne me présenter, » insista doucement Lucien. « Tu as fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, Manon. Tu m'as offert le plus précieux des cadeaux, ma liberté, peut-être même ma vie. » Pour la première fois depuis leur rencontre, un véritable sourire éclaira le visage de la fillette, révélant une dent de devant ébréchée et des fossettes qui lui donnaient un charme irrésistible. « D'accord, » concéda-t-elle, « mais ne prenez pas votre grosse voiture. Grand-père dit que les gens riches qui viennent dans notre quartier cherchent toujours des ennuis. » Lucien ne put retenir un rire, touché par cette remarque empreinte d'une sagesse populaire indéniable. « Nous prendrons un taxi alors. Laisse-moi juste le temps de parler au commandant et nous partirons. » Tandis qu'il s'éloignait pour s'entretenir avec l'officier, Lucien jeta un regard en arrière. Manon se tenait près de Madame Pelletier, petite silhouette fragile au milieu de ce jardin luxuriant. Pourtant c'était elle, cet enfant des quartiers défavorisés, qui avait montré aujourd'hui le plus de courage et de noblesse d'âme. Une pensée le frappa soudain avec la force d'une révélation. Peut-être que la vraie richesse ne se mesurait pas en euros ou en propriétés immobilières. Peut-être résidait-elle dans cette capacité à risquer sa sécurité pour un inconnu, dans cette empathie fondamentale que cette petite fille possédait naturellement, et que lui, malgré tous ses diplômes et ses succès, avait quelque part oublié en chemin. Le taxi s'engagea dans l'avenue principale de la Courneuve, laissant derrière lui les quartiers cossus de Paris. Le paysage urbain se transformait progressivement. Les immeubles haussmanniens cédèrent la place à des tours d'habitations grisâtres, vestiges architecturaux des années 60. La cité des 4000 se dressait à l'horizon, imposante et austère, son nom évoquant les 4000 logements qu'elle abritait à l'origine. Assis à l'arrière du véhicule, Lucien observait ce monde qui lui était totalement étranger. Des groupes d'adolescents traînaient au pied des immeubles, des mères rentrèrent du travail avec leurs enfants, des commerces de proximité baissaient de leurs rideaux métalliques. Une vie quotidienne qui se déroulait à quelques kilomètres seulement de son existence privilégiée, mais dont il ignorait tout. « C'est là », indiqua Manon en pointant du doigt un bâtiment particulièrement défraîchi. Le chauffeur ralentit, visiblement mal à l'aise dans ce quartier réputé difficile. Lucien perçut sa nervosité et lui glissa discrètement. « Attendez-nous, s'il vous plaît, je double la course. » L'homme acquiesça, soulagé de ne pas avoir à revenir plus tard. Ils descendirent du véhicule, et Lucien fut immédiatement frappé par l'atmosphère du lieu. Des odeurs de cuisine épicée s'échappaient des fenêtres ouvertes, des conversations
en diverses langues résonnaient dans la cage d'escalier, et les murs, bien que dégradés, étaient par endroits ornés de fresques colorées réalisées par des associations locales. « On habite au 6e, annonça Manon en se dirigeant vers l'entrée. « L'ascenseur est encore en panne. » Elle prononça cette dernière phrase avec une résignation qui suggérait que cette situation était habituelle. Lucien la suivit dans l'escalier, dont les marches usées témoignaient du passage de milliers de vies. Certaines étaient fissurées, d'autres taguées, mais toutes racontèrent l'histoire d'un bâtiment vieillissant, négligé par les pouvoirs publics. À chaque palier, Manon le précédait avec une énergie qui contrastait avec la fatigue de cette journée éprouvante. Lucien, malgré sa condition physique soigneusement entretenue dans des salles de sport huppées, sentit son souffle s'accélérer au 4e étage. « Tu montes ces escaliers tous les jours ?» demanda-t-il, impressionné. « Plusieurs fois par jour, confirma-t-elle sans ralentir. Pour l'école, les courses, emmener grand-père chez le médecin, cette simple énumération de tâches quotidiennes, prononcée avec tant de naturalité par une enfant de 10 ans, frappa Lucien. Dans son monde, ces responsabilités auraient été partagées entre plusieurs adultes. Ils atteignirent enfin le 6e étage. Le couloir était faiblement éclairé par une ampoule nue qui clignotait projetant des ombres mouvantes sur les murs écaillés. Manon s'arrêta devant une porte dont la peinture verte s'écaillait, révélant plusieurs couches de couleurs plus anciennes. « C'est chez nous, dit-elle en sortant une clé attachée à un cordon qu'elle portait autour du cou. Ne faites pas attention au désordre. » La porte s'ouvrit sur un appartement exigu mais impeccablement rangé. L'espace principal servait à la fois de salon, de salle à manger et de chambre. Un canapé-lit défait occupait un coin de la pièce, tandis qu'une petite table ronde et 2 chaises dépareillées constituaient l'espace repas. Une cuisine minuscule s'ouvrait sur la droite, équipée d'un réchaud à gaz et d'un réfrigérateur qui ronronnait bruyamment. « Grand-père » appela Manon en posant son sac à dos élimé sur une chaise. « Je suis rentré, et j'ai amené quelqu'un. » Un bruit de pas traînants se fit entendre, et un vieil homme apparut dans l'encadrement d'une porte au fond de la pièce. Marcel Girard devait avoir dans les 70 ans, mais son corps voûté et son visage creusé lui en donnaient 10 de plus. Ses cheveux blancs, clairsemés, encadraient un visage marqué par les épreuves. Ses yeux, cependant, d'un brun identique à ceux de sa petite-fille, brillaient d'une intelligence intacte. « Bonjour, monsieur Girard, » dit Lucien en s'avançant, la main tendue. « Je suis Lucien Dufresne. » Le vieil homme regarda la main tendue avec une méfiance non dissimulée, puis tourna un regard interrogateur vers sa petite-fille. « C'est le monsieur chez qui je vais parfois aider, grand-père, » expliqua Manon. « C'est la grande maison dont je t'ai parlé. » Marcel Girard hocha lentement la tête, puis serra brièvement la main de Lucien avant de se diriger vers le canapé où il s'assit avec précaution. « Grand-père ne parle pas beaucoup depuis son accident, » expliqua doucement Manon. « Les médecins disent que c'est dans sa tête, pas dans sa gorge, qu'il pourrait parler s'il le voulait vraiment. » Lucien acquiesça, comprenant qu'il s'agissait probablement d'un traumatisme psychologique plutôt que physique. « Quel genre d'accident ?» demanda-t-il à voix basse. Il était ouvrier sur les chantiers. Il y a 3 ans, un échafaudage s'est effondré. 2 de ses collègues sont... Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Ils ne sont plus là. Grand-père a survécu, mais depuis, il ne parle presque plus, et il a du mal à marcher. Cette simple explication cachait sans doute des mois de souffrance, de rééducation et d'adaptation à une nouvelle vie diminuée. « Je vais préparer du café », annonça Manon en se dirigeant vers la cuisine. « Asseyez-vous, monsieur Dufresne. » Lucien s'installa sur l'une des chaises, mal à l'aise dans cet environnement si différent du sien. Le contraste était saisissant. En quelques heures, il était passé de sa demeure luxueuse à cet appartement minuscule où vivaient 2 personnes qui luttaient quotidiennement pour leur survie. Ses yeux balayèrent la pièce, notant les détails, qui trahissaient à la fois la pauvreté et la dignité de ses occupants. Des livres soigneusement rangés sur une étagère branlante, des photos de famille dans des cadres écornés, un bouquet de fleurs des champs dans un verre à moutarde. Et surtout, cette propreté méticuleuse, ce soin apporté à un espace qui, malgré sa vétusté, restait un foyer. Marcel Girard l'observait en silence, son regard impénétrable posé sur lui comme pour évaluer ses intentions. Lucien se sentit
soudain jugé non pour sa richesse, mais pour sa valeur humaine. « Monsieur Girard, commença-t-il, cherchant ses mots, je tenais à venir personnellement vous remercier. Votre petite-fille a fait preuve aujourd'hui d'un courage extraordinaire. » Le vieil homme inclina légèrement la tête, encourageant Lucien à poursuivre. « Elle m'a probablement sauvé la vie. Des hommes s'étaient introduits chez moi, avec l'intention de m'enlever à mon retour. Manon les a entendus, et, au lieu de s'enfuir, elle m'a attendu pour me prévenir. » Une lueur de fierté traversa le regard de Marcel qui se tourna vers la cuisine où s'affairait sa petite-fille. « Je ne sais pas comment la remercier, poursuivit Lucien. Ce qu'elle a fait, peu d'adultes auraient eu ce courage. » Marcel sembla réfléchir intensément, puis, à la surprise de Lucien, il prit un carnet et un crayon posés sur la table basse. De sa main droite, légèrement tremblante, il écrivit quelques mots avant de tendre le carnet à son visiteur. « Elle est comme sa mère, brave et têtue. » Ces mots simples, écrits d'une main maladroite, touchèrent Lucien. Il leva les yeux vers le vieil homme, sa mère. Marcel reprit le carnet et écrivit à nouveau. « Parti il y a 5 ans, accident de voiture, son père jamais connu. » Lucien hocha gravement la tête, comprenant mieux la situation. Une enfant orpheline, un grand-père diminué par un accident de travail. 2 vies brisées qui tentèrent de se reconstruire l'une avec l'autre dans des conditions qui rendraient beaucoup d'autres amères ou résignés. Manon revint avec 3 tasses de café posées sur un plateau ébréché. « Je n'ai pas mis de sucre dans le vôtre, monsieur Dufresne, dit-elle. Madame Pelletier dit que vous le prenez toujours noir. » Cette attention le toucha plus qu'il ne l'aurait imaginé. Cet enfant qui avait si peu se souciait encore de ses préférences. « Merci, Manon. » Ils buraient leur café en silence, chacun perdu dans ses pensées. Lucien observait à la dérobée cet étrange duo. Le grand-père brisé mais digne, la petite-fille prématurément adulte, mais gardant malgré tout cette étincelle d'enfance dans son regard. « Comment faites-vous? Pour vivre ?» demanda finalement Lucien, incapable de contenir plus longtemps cette question qui le taraudait. Manon échangea un regard avec son grand-père avant de répondre. « Grand-père a une petite pension d'invalidité, et moi, je fais des petits travaux dans le quartier. Je garde des enfants parfois, j'aide aux courses des personnes âgées. Et puis, il y a l'aide sociale. » Elle prononça ces derniers mots avec une pointe de fierté blessée, comme si accepter cette aide était à la fois nécessaire et difficile. « Et l'école ? » « J'y vais quand je peux, » répondit-elle simplement. « La maîtresse comprend. Elle me donne des devoirs supplémentaires pour que je reste au niveau. » Marcel griffonna quelque chose sur son carnet et le montra à Lucien. Première de sa classe, malgré tout. Intelligence exceptionnelle, selon les professeurs. Une bouffée d'indignation submergea Lucien. Comment la société pouvait-elle laisser une enfant aussi brillante sacrifier son éducation pour assurer la survie quotidienne de sa famille? Comment avait-il pu, lui qui se targuait d'être un homme d'affaires visionnaire, rester aveugle à ces réalités sociales qui se jouaient à quelques kilomètres de chez lui? « Vous avez un médecin qui suit votre grand-père régulièrement ?» demanda-t-il à Manon. La fillette secoua la tête. « On va au dispensaire quand c'est vraiment nécessaire. Mais c'est compliqué avec les escaliers, et puis il faut attendre longtemps. » Marcel posa une main apaisante sur l'épaule de sa petite fille, comme pour lui signifier que tout allait bien ainsi, qu'il s'en sortait. Lucien sentit une émotion étrange l'envahir, un mélange de compassion, d'admiration et de honte. Toute sa vie, il avait considéré le succès à travers le prisme de l'accumulation. Plus d'argent, plus de propriété, plus de pouvoir. Face à ces 2 êtres qui possédaient si peu, mais qui donnaient tant, ses certitudes vacillaient. « Manon, » dit-il doucement, « je voudrais faire quelque chose pour vous remercier, toi et ton grand-père. » La fillette se raidit imperceptiblement. « Nous n'avons pas besoin de charité, monsieur Dufresne. » La fierté qui émanait de cette petite silhouette était presque palpable. Lucien comprit qu'il devait s'y prendre autrement, respecter leur dignité. « Ce n'est pas de la charité, Manon. C'est une dette que j'ai envers toi. Tu as risqué ta vie pour sauver la mienne. Dans mon monde, les dettes se paient. » Marcel observait l'échange avec attention, son regard allant de sa petite fille à cet homme fortuné, qui semblait sincèrement touché par leur situation. « Qu'est-ce que vous proposez ?» demanda finalement Manon,
méfiante mais curieuse. Lucien réfléchit un instant. Il aurait été facile de sortir son chéquier et de régler leurs problèmes financiers immédiats. Mais il sentait que ce geste, bien qu'utile, ne serait pas à la hauteur de ce que cet enfant lui avait offert, une seconde chance et peut-être plus encore, une leçon d'humanité. « J'ai un appartement, dit-il lentement, dans le 19e arrondissement. Il est au rez-de-chaussée d'un immeuble récent, avec ascenseur et toutes les commodités. Il est vide depuis des mois. J'aimerais vous le prêter le temps que nous trouvions une solution plus permanente. » Sa proposition flotta dans l'air, lourde d'implications. Manon regarda son grand-père qui semblait soudain très concentré. À la surprise de Lucien, Marcel Girard se leva lentement et se dirigea vers un tiroir du buffet. Il en sortit une feuille de papier qu'il tendit à Lucien. C'était une lettre officielle, datée de 2 semaines auparavant. Lucien la parcourut rapidement et sentit son cœur se serrer. Il s'agissait d'un avis d'expulsion pour loyers impayés. La famille Girard devait quitter l'appartement sous 30 jours. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit ?» demanda-t-il à Manon qui fixait obstinément sa tasse de café vide. « Vous n'étiez pas venu pour ça ?» répondit-elle simplement. « Vous êtes venu pour me remercier. Je ne voulais pas que vous pensiez que je vous avais aidé pour obtenir quelque chose en retour. » Cette réponse, d'une maturité et d'une intégrité désarmantes, acheva de convaincre Lucien. Cet enfant et son grand-père possédaient une richesse morale que beaucoup de ses relations d'affaires, toujours prêtes aux compromis éthiques pour un profit supplémentaire, pourraient leur envier. « L'offre tient toujours, » dit-il doucement, « mais je comprends mieux maintenant pourquoi elle est nécessaire. Ce n'est pas seulement pour vous remercier, Manon. C'est aussi parce que personne ne devrait vivre sous la menace constante de perdre son toit, surtout pas une enfant qui se soucie des autres au point de risquer sa sécurité pour eux. » Marcel écrivit quelques mots sur son carnet. « Nous ne pouvons pas accepter sans rien donner en retour. » Lucien sourit, touchant du doigt cette fierté qui, malgré les difficultés, restait intacte. « J'ai une proposition alors. Ma maison est grande, et depuis le départ de mon épouse il y a 5 ans, certaines pièces ne sont plus entretenues comme elles le devraient. Madame Pelletier fait de son mieux, mais elle n'est plus toute jeune. Si Manon pouvait l'aider, officiellement cette fois, contre un salaire correct. Et vous, monsieur Girard, peut-être pourriez-vous superviser l'entretien du jardin? Donner des instructions aux jardiniers? Votre expérience serait précieuse. » Cette proposition, formulée avec tact pour préserver leur dignité, semblait offrir un échange équitable plutôt qu'une aumône. Manon et son grand-père échangèrent un long regard, communiquant silencieusement comme seuls les êtres profondément liés savent le faire. Finalement, Marcel hocha lentement la tête et écrivit « Nous acceptons. À l'essai ?» Lucien sentit un poids quitter ses épaules. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression de faire quelque chose de véritablement significatif, qui allait au-delà des transactions financières et des stratégies d'entreprise. « Parfait, » dit-il en se levant. « Je vais m'occuper des détails pratiques. L'appartement sera prêt dès demain si vous le souhaitez. » Manon se leva à son tour, son visage reflétant un mélange complexe d'émotions, soulagement, méfiance, espoir. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle abruptement. « Vraiment ?» La question, directe et sans artifice, méritait une réponse. Tout aussi honnête. « Parce que tu m'as rappelé quelque chose que j'avais oublié, Manon, que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque, mais à sa capacité à se soucier des autres. Et aussi... » Il hésita, puis décida d'être entièrement sincère. « Parce que je me sens seul dans cette grande maison. Parce que je commence à comprendre que toute ma richesse n'a pas beaucoup de sens si je ne la partage pas. » Cette confession, qu'il n'aurait jamais imaginé faire à qui que ce soit, encore moins à une enfant de 10 ans et à son grand-père silencieux, lui procura un étrange sentiment de libération. Marcel se leva avec difficulté et, dans un geste qui surprit Lucien, lui tendit la main. Leurs regards se croisèrent, et Lucien y lut une acceptation tranquille, comme si le vieil homme avait jaugé son âme et l'avait trouvé digne de confiance. « Je reviendrai demain, » promit Lucien, en serrant cette main usée par le travail. « Nous organiserons le déménagement ensemble. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Manon l'interpella. « Monsieur Dufresne, merci, mais je veux que vous sachiez une chose. Même si vous ne nous aviez rien proposé,
Je referais exactement la même chose, parce que c'était la chose juste à faire. Cette dernière phrase résonna en Lucien comme un écho lointain, lui rappelant des valeurs qu'il avait jadis chéries, avant que le succès et l'ambition ne les érodent progressivement. Je sais. Manon, c'est précisément pour cela que tu mérites d'être aidée. Il quitta l'appartement, laissant derrière lui 2 personnes dont la vie allait changer, sans se douter à quel point la sienne serait également transformée par cette rencontre improbable. Les semaines qui suivirent transformèrent radicalement la vie des Girard. L'appartement du 19e arrondissement, que Lucien avait modestement qualifié de « petit pied-à-terre », s'avéra être un spacieux 3 pièces lumineux, avec balcon donnant sur un jardin intérieur. Les murs fraîchement repeints, les meubles fonctionnels mais élégants, la cuisine équipée d'appareils modernes, tout contrastait violemment avec leur ancien logement à la Courneuve. Le jour du déménagement, Manon avait observé son grand-père découvrir l'appartement, les yeux écarquillés devant le luxe relatif de ce nouveau foyer. Pour la première fois depuis des années, Marcel Girard avait un véritable lit, une chambre à lui et surtout un environnement adapté à sa mobilité réduite. Plus d'escaliers à monter péniblement, plus de douches exiguës où il risquait de glisser chaque jour, juste un espace conçu pour faciliter la vie quotidienne. Manon, quant à elle, avait eu du mal à cacher son émotion en découvrant sa propre chambre. Une vraie chambre d'enfant, avec un lit simple mais confortable, un bureau pour faire ses devoirs et même une petite bibliothèque garnie de livres soigneusement choisis. Le premier soir, Lucien l'avait surprise en train de caresser les couvertures, comme pour s'assurer qu'elles étaient bien réelles. « Ça te plaît ?» avait-il demandé, appuyé contre l'encadrement de la porte. « C'est trop », avait-elle murmuré, les yeux brillants. « On n'a pas besoin de temps. » Ce n'est pas une question de besoin, Manon. C'est une question de mérite. Ces mots avaient semblé résonner en elle, et pour la première fois, Lucien avait vu cette enfant si sérieuse retrouver un peu de l'innocence qui aurait dû être la sienne. Aujourd'hui, 1 mois après leur installation, Lucien se tenait devant l'immeuble, attendant que Manon descende pour l'accompagner à son nouveau collège. C'était son premier jour et malgré ses protestations, « Je peux y aller toute seule, ce n'est pas loin », il avait insisté pour être présent. La porte de l'immeuble s'ouvrit enfin, laissant apparaître la silhouette de Manon. Lucien fut frappé par sa transformation. Ses cheveux, autrefois noués en une tresse approximative, étaient maintenant coupés en un carré pratique qui encadrait joliment son visage. Ses vêtements, sans être luxueux, étaient neufs et à sa taille. Mais le plus remarquable était son expression, plus détendue, plus confiante, comme si un poids invisible avait été retiré de ses épaules. « Bonjour, monsieur Dufresne, dit-elle en s'approchant, son sac à dos neuf sur l'épaule. « Bonjour, Manon. Prête pour ce grand jour ?» Elle hocha la tête, un mélange d'appréhension et d'excitation dans le regard. Grand-père aurait voulu venir aussi, mais il a sa séance de kinésithérapie ce matin. « Je sais, » sourit Lucien. « J'ai parlé au docteur Moreau hier soir. Il est très satisfait des progrès de ton grand-père. » Depuis leur installation, Marcel Girard bénéficiait enfin des soins médicaux dont il avait besoin. Le docteur Moreau, un spécialiste en rééducation recommandé par le médecin personnel de Lucien, s'était montré optimiste quant à une amélioration significative de sa mobilité. Quant à son mutisme, une psychothérapeute travaillait doucement avec lui, sans précipitation ni pression. Ils marchèrent de côte à côte vers le collège Georges Brassens, un établissement public réputé pour son niveau académique et son projet pédagogique innovant. Lucien avait dû user de son influence pour y inscrire Manon en cours d'année, mais les excellents résultats de la fillette dans son ancienne école avaient facilité les choses. « Nerveuse ?» demanda-t-il en observant Manon du coin de l'œil. « Un peu, admit-elle. Les autres élèves se connaissent déjà tous. Tu te feras vite des amis, » la rassura Lucien. « Tu es une fille extraordinaire, Manon. Les autres le verront aussi. » Elle haussa les épaules, peu convaincue. « Peut-être, mais je ne veux pas qu'ils sachent, pour avant. » Lucien comprit immédiatement. Elle ne voulait pas être étiquetée, comme la fille pauvre, celle qui vivait dans une cité défavorisée et qui avait miraculeusement échappé à son destin social. C'est ton histoire, Manon. Tu la partages avec qui tu veux, quand tu veux. Ils arrivèrent devant le collège,
imposant bâtiment de briques rouges entouré d'une cour où s'agitaient déjà des dizaines d'adolescents. Manon s'arrêta, soudain hésitante. « Et si je n'y arrive pas, si je ne suis pas au niveau ?»« Tu y arriveras, » affirma Lucien avec une conviction absolue. « Tu es intelligente, travailleuse, et tu as une force en toi que beaucoup d'adultes pourraient envier. » Une lueur de détermination passa dans les yeux de la fillette. Elle redressa les épaules et, dans un geste qui surprit Lucien, lui prit brièvement la main. « Merci d'être venu, » dit-elle simplement, avant de se diriger vers l'entrée. Lucien la regarda s'éloigner, mêlé aux autres élèves, et sentit une étrange émotion l'envahir. Était-ce de la fierté, de l'inquiétude, ou peut-être cette sensation troublante de voir quelqu'un prendre son envol tout en sachant qu'on a joué un rôle dans ce processus? Il resta là quelques minutes, jusqu'à ce que la sonnerie retentisse et que la cour se vide. Puis il se dirigea vers sa voiture, garée un peu plus loin. Philippe Mercier, son chef de sécurité, l'attendait au volant. « Tout s'est bien passé, monsieur ?» demanda-t-il en démarrant. « Parfaitement », répondit Lucien, le regard encore tourné vers le collège. « Direction le bureau maintenant. J'ai une réunion importante à 9 heures. » Le trajet vers le siège de Dufresne Immobilier, situé dans le quartier de la Défense, fut silencieux. Lucien consultait ses emails sur sa tablette, mais son esprit revenait sans cesse à Manon. Comment se passerait sa journée? Serait-elle acceptée par ses camarades? Les professeurs sauraient-ils reconnaître son potentiel? Ses préoccupations, si éloignées de ses soucis habituels liés aux fluctuations du marché immobilier ou aux négociations avec des investisseurs, l'étonnaient lui-même. En quelques semaines, cet enfant avait pris une place considérable dans sa vie, modifiant subtilement ses priorités. La voiture s'arrêta devant l'imposante tour de verre et d'acier qui abritait son empire. Philippe lui ouvrit la porte et Lucien pénétra dans le hall où plusieurs employés le saluèrent respectueusement. L'ascenseur express le conduisit directement au 40e étage, son royaume personnel. Camille Leroy, son assistante depuis plus de 15 ans, l'attendait à la sortie de l'ascenseur, agenda électronique en main. « Bonjour, monsieur Dufresne. Le conseil d'administration est réuni en salle de conférence. Monsieur Valmont a appelé pour dire qu'il serait légèrement en retard. »« Merci, Camille. Des messages urgents. »« Rien qui ne puisse attendre après la réunion. Ah, et Madame Pelletier a téléphoné. Elle voulait savoir si vous seriez là pour le dîner ce soir. » Lucien sourit. Sa gouvernante, initialement méfiante face à l'irruption des Girard dans l'univers de son employeur, s'était progressivement attachée à Manon. La fillette venait désormais régulièrement à la villa, officiellement pour aider Madame Pelletier. Mais Lucien savait que ces visites étaient devenues un plaisir partagé plutôt qu'une obligation. « Dites-lui que je serai là, et que Manon et son grand-père sont invités, bien sûr. » Camille hocha la tête, habituée désormais à ces nouveaux arrangements domestiques qui auraient semblé impensables quelques mois plus tôt. La réunion du conseil d'administration fut intense, comme toujours. Le projet de réhabilitation d'un ancien quartier industriel en écoquartier résidentiel suscitait des débats passionnés. Certains membres du conseil, dont Henri Valmont, voyaient surtout les risques financiers d'un tel projet. D'autres, plus sensibles à l'image de l'entreprise, insistaient sur les bénéfices en termes de réputation et de responsabilité sociale. « Messieurs, » intervint finalement Lucien, après avoir écouté les arguments des deux camps, « je comprends vos préoccupations, mais je crois qu'il est temps pour Dufresne Immobilier d'évoluer. Notre mission ne peut plus se limiter à construire des logements de luxe ou des immeubles de bureaux high-tech. Nous devons répondre aux besoins réels de la population. » Un silence surpris accueillit cette déclaration. Lucien Dufresne, connu pour son pragmatisme et sa vision essentiellement économique du secteur immobilier, semblait soudain défendre une approche plus sociale. « Ce que je propose, poursuivit-il, c'est un compromis. Nous maintenons le projet d'écoquartier, mais nous le divisons en phases. La première comprendra à la fois des logements haut de gamme, qui assureront notre rentabilité, et des logements sociaux de qualité. Si cette phase est un succès, nous poursuivrons avec la même approche mixte. » Henri Valmont, directeur, financier et ami de longue date, le regardait avec stupéfaction. « Lucien, depuis quand t'intéresses-tu au logement social ? Nous avons toujours laissé ce secteur aux organismes publics et aux promoteurs spécialisés. Depuis que j'ai réalisé que notre ville est profondément divisée, Henri,
Des familles entières vivent dans des conditions indignes à quelques kilomètres de nos complexes de luxe. Des enfants brillants voient leur potentiel gâché parce qu'ils n'ont pas la chance de grandir dans un environnement décent. Les mots sortirent de sa bouche avec une conviction qui le surprenait lui-même. Était-ce vraiment lui, Lucien Dufresne, qui parlait ainsi? Lui qui, pendant des décennies, avait considéré son métier uniquement sous l'angle de la rentabilité. J'ai récemment pris conscience de certaines réalités, conclut-il plus doucement, et je pense que notre entreprise a les moyens de faire une différence tout en restant économiquement viable. Le Conseil vota finalement en faveur de sa proposition, certains par conviction, d'autres par simple respect pour l'homme qui avait fait prospérer l'entreprise pendant tant d'années. À la fin de la réunion, Henri Valmont le retint par le bras. « Qu'est-ce qui t'arrive, Lucien? D'abord cette histoire d'enlèvement raté, puis ton intérêt soudain pour cette gamine et son grand-père, et maintenant cette conversion aux logements sociaux? Je ne te reconnais plus. » Lucien sourit, pas vraiment surpris par cette réaction. « Peut-être que c'est justement ça, Henri. Peut-être que je commençais à ne plus me reconnaître moi-même et que j'avais besoin d'un électrochoc pour retrouver certaines valeurs. » Quelles valeurs? Celles qui nous ont permis de bâtir tout ça? Il fit un geste englobant les bureaux luxueux qui les entouraient. Non, celles que j'avais avant tout ça. Celles que m'avait enseigné mon père, qui était maçon. Tu t'en souviens? Construire des logements qui durent, qui servent à quelque chose, qui améliorent vraiment la vie des gens. Henri secoua la tête, perplexe, mais intrigué. Et cette gamine? Manon, c'est ça. Quel rôle joue-t-elle dans cette transformation? Lucien réfléchit un instant, cherchant les mots justes pour exprimer ce qu'il ressentait. Elle m'a rappelé que la vraie valeur d'une personne n'a rien à voir avec son compte en banque. Elle m'a montré ce qu'est le courage véritable. Pas celui de prendre des risques financiers calculés, mais celui de faire ce qui est juste, même quand on a tout à perdre. Son ami le considéra longuement, puis hocha lentement la tête. Je ne suis pas sûr de comprendre complètement. Mais si cela te rend plus heureux, car tu as l'air plus heureux, Lucien, plus serein, comme si un poids t'avait quitté. C'est exactement ça, confirma Lucien. Je me sens plus léger, plus utile aussi, paradoxalement. La journée se poursuivit avec d'autres réunions, des appels, des décisions à prendre. Mais à 16h30, Lucien fit une chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il quitta son bureau en pleine journée de travail, laissant en plan 2 rendez-vous et un dossier urgent. Déplacé. « Mais rendez-vous à demain, Camille, » annonça-t-il en prenant son manteau. « Je dois aller chercher quelqu'un au collège. » Son assistante, habituellement imperturbable, ne put cacher sa surprise. « Au collège, monsieur ?»« Oui. C'est le premier jour de Manon dans son nouvel établissement. Je veux savoir comment ça s'est passé. » Camille sourit, une lueur de compréhension, dans le regard. « Bien sûr, monsieur. Je m'occupe de tout. » Lucien quitta la tour Dufresne sous le regard intrigué de plusieurs employés. Voir le grand patron partir si tôt, et avec ce qui ressemblait à un sourire, constituait un événement suffisamment rare pour alimenter les conversations à la machine à café pendant plusieurs jours. Philippe l'attendait avec la voiture. « Oh, collège Georges Brassens », indiqua Lucien en s'installant à l'arrière. Le trajet fut rapide, et ils arrivèrent juste au moment où la sonnerie de fin des cours retentissait. Des dizaines d'adolescents commençaient à sortir, certains seuls, d'autres en groupes bruyants. Lucien scrutait la foule, cherchant la silhouette familière de Manon. Il la repéra finalement, sortant du bâtiment en compagnie de 2 autres filles qui semblèrent du même âge qu'elle. Elles discutaient avec animation, et Lucien fut frappé par l'expression de Manon, détendue, souriante, presque insouciante, comme devrait l'être une enfant de son âge. Lorsqu'elle l'aperçut, elle dit quelque chose à ses compagnes, puis se dirigea vers lui. « Vous êtes venu, constata-t-elle, visiblement surprise mais touchée. Bien sûr. Je voulais savoir comment s'était passée cette première journée. » Ils marchèrent côte à côte vers la voiture, où Philippe attendait, discret comme toujours. « C'était bien, dit-elle après un moment de réflexion. Différent de mon ancienne école. Les professeurs posent beaucoup de questions. Ils veulent qu'on réfléchisse par nous-mêmes. Et il y a un vrai laboratoire de sciences, avec des microscopes et tout.
Son enthousiasme était communicatif et Lucien ne put s'empêcher de sourire. Et avec les autres élèves, ça s'est bien passé. Manon hocha la tête. Mieux que je ne pensais. Les filles avec qui j'étais, Léa et Chloé, elles sont dans ma classe. Elles m'ont proposé de déjeuner avec elles. Léa joue du violoncelle et Chloé fait de la gymnastique. Elles m'ont demandé si je faisais une activité aussi. Cette dernière phrase contenait une question implicite que Lucien saisit immédiatement. « Et qu'aimerais-tu faire, Manon? Un sport? De la musique ?» Elle hésita, comme si exprimer un désir personnel lui était encore difficile. « J'ai toujours voulu essayer le piano, » admit-elle finalement. Il y avait un vieux piano dans la salle commune de notre immeuble à la Courneuve. Parfois, une dame venait en jouer. C'était beau. Lucien hocha la tête, notant mentalement cette information. « Nous en reparlerons, promit-il. Pour l'instant, si nous allions voir ton grand-père, je suis sûr qu'il est impatient d'entendre le récit de ta journée. » Ils montèrent dans la voiture qui démarra doucement. Philippe, toujours attentif, avait baissé la vitre de séparation pour permettre à Lucien et Manon de poursuivre leur conversation. « Monsieur Dufresne ?» demanda soudain la fillette, son visage redevenant sérieux. « Oui, Manon. Est-ce que tout ça va durer ?» La question posée avec cette franchise, brutale propre à l'enfance, frappa Lucien en plein cœur. Il comprit immédiatement ce qu'elle voulait dire. L'appartement, l'école, les nouvelles opportunités, cette vie qui commençait à ressembler à ce qu'une enfant de son âge méritait. « Oui, Manon, » répondit-il avec une conviction absolue. « Je te le promets, tout cela est permanent. » Elle le regarda longuement comme pour jauger sa sincérité puis hocha lentement la tête. « D'accord, parce que grand-père commence à aller mieux. Il a même dit quelques mots hier soir. Pas beaucoup, juste bonne nuit, mais c'était sa voix. Et je ne voudrais pas qu'il retombe comme avant. » Cette confession, murmurée avec une vulnérabilité qu'elle montrait rarement, toucha Lucien plus qu'il ne l'aurait cru possible. Il posa doucement sa main sur celle de Manon. « Ton grand-père va continuer à aller mieux, Manon, et vous ne retournerez jamais à la situation d'avant. Je m'en assurerai personnellement. » Quelque chose dans son regard sembla la convaincre définitivement, car elle se détendit visiblement, comme si un poids invisible venait de quitter ses épaules d'enfant qui avait porté trop longtemps des responsabilités d'adulte. « Merci, » dit-elle simplement. Ce simple mot, prononcé avec une gratitude sincère mais sans servilité, résonna en Lucien comme une promesse. La promesse d'une relation nouvelle, basée non pas sur la dette ou la charité, mais sur un respect mutuel et peut-être sur quelque chose qui ressemblait de plus en plus à de l'affection. La voiture filait doucement dans les rues de Paris, emportant vers leur nouvelle vie cet étrange duo que tout semblait opposer, mais que le destin avait décidé de réunir. Dehors, la ville continuait sa course effrénée, indifférente à cette petite révolution qui se jouait à l'intérieur d'une berline noire. Un homme redécouvrant son humanité et une enfant retrouvant son droit à l'enfance. L'automne avait cédé la place à l'hiver et Paris s'était paré de ses illuminations de Noël. 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Manon avait croisé le chemin de Lucien Dufresne, 6 mois qui avaient transformé leurs vies respectives d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer. Ce soir-là, un piano à queue trônait dans le grand salon de la villa Dufresne. C'était un Steinway noir et brillant, imposant mais élégant, qui semblait avoir toujours été là. Pourtant, Lucien l'avait fait livrer seulement 2 semaines auparavant, après avoir constaté les progrès remarquables de Manon avec son professeur particulier. Assise sur le banc, la fillette posait ses doigts sur les touches avec un mélange de concentration et de révérence. Son visage avait changé depuis leur première rencontre. Les joues s'étaient arrondies, le regard avait gagné en sérénité, et un sourire illuminait souvent ses traits autrefois si graves. À 11 ans, elle commençait enfin à ressembler à une enfant. « Tu es prête ?» demanda Lucien, assis dans un fauteuil près de la cheminée où crépitait un feu de bois. Manon hocha la tête, inspira profondément, puis commença à jouer. Les premières notes de Clair de lune de Debussy s'élevèrent dans la pièce, hésitantes d'abord, puis de plus en plus assurées. Ce n'était pas une interprétation parfaite. Elle ne pratiquait que depuis 5 mois, mais la sensibilité qu'elle mettait dans chaque note compensait largement les quelques maladresses techniques. Dans son fauteuil roulant près de la fenêtre,
Marcel Girard écoutait sa petite fille avec une fierté évidente. Il avait fait d'immenses progrès depuis le début de sa thérapie, mais sa mobilité restait limitée. Le fauteuil, un modèle sophistiqué que Lucien avait insisté pour financer, lui offrait cependant une indépendance qu'il n'aurait jamais cru possible quelques mois plus tôt. Plus remarquable encore était sa reconquête progressive de la parole. Les séances avec la docteure Élise Bertrand, psychothérapeute spécialisée dans les traumatismes, avaient porté leurs fruits. Marcel parlait désormais par phrases courtes mais complètes, sa voix rauque trahissant les années de silence. « Très bien, Manon, dit-il lorsque sa petite fille termina le morceau. « Très beau. » Ces mots simples firent rougir Manon de plaisir. Chaque parole de son grand-père était pour elle un petit miracle, un fragment récupéré de l'homme qu'il avait été avant l'accident. « Merci, grand-père, » répondit-elle en refermant doucement le couvercle du piano. « Monsieur Laurent dit que je pourrais peut-être jouer dans le récital. Du printemps, si je continue à progresser. » Lucien observait cet échange avec un sentiment étrange, mélange de joie et de mélancolie. Voir cette famille se reconstruire sous son toit lui procurait une satisfaction profonde. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de penser à sa propre solitude, à l'absence d'une famille qui l'attendrait le soir. Sa femme, Claire, l'avait quitté 6 ans auparavant, lassée d'un mariage où la réussite professionnelle avait pris toute la place. « Tu vis avec tes immeubles, pas avec moi », lui avait-elle dit le jour de son départ. À l'époque, il avait considéré cette rupture comme un simple contretemps, presque un désagrément administratif à gérer entre 2 réunions. Aujourd'hui, avec le recul et les leçons apprises auprès de Manon et de son grand-père, il mesurait pleinement la perte que cela avait représentée. « Nous devrions dîner », annonça Madame Pelletier en entrant dans le salon. « Le rôti va refroidir. » La gouvernante avait elle aussi changé au contact des Girard. Son attitude initialement réservée, presque méfiante, avait progressivement cédé la place à une affection maternelle pour Manon et un respect sincère pour Marcel. Leur présence régulière dans la maison avait transformé l'atmosphère, autrefois froide et formelle, en un environnement chaleureux, presque familial. « Qu'as-tu préparé de bon, Françoise ?» demanda Lucien en se levant. L'utilisation du prénom de sa gouvernante était une autre nouveauté. Pendant 15 ans, il l'avait simplement appelée Madame Pelletier, maintenant une distance que le protocole social semblait exiger. C'était Manon qui, avec son innocence d'enfant, avait brisé cette barrière en demandant un jour « Pourquoi vous ne l'appelez jamais par son prénom ?»« Rôti de bœuf, pommes de terre fondantes et légumes de saison », répondit Madame Pelletier, avec une fierté non dissimulée. Et une tarte aux pommes pour le dessert. « Mon plat préféré », sourit Marcel en manœuvrant son fauteuil vers la salle à manger. Ce petit rituel du dîner partagé était devenu une constante dans leurs nouvelles. 3 fois par semaine, Manon et son grand-père venaient dîner à la villa. Le reste du temps, c'était souvent Lucien qui se rendait dans leur appartement, appréciant la simplicité et la chaleur de ces repas où les conventions sociales s'effaçaient au profit d'échanges authentiques. La salle à manger, avec sa longue table en chêne massif et ses chaises d'époque, avait elle aussi subi une transformation. Autrefois utilisée uniquement pour des dîners d'affaires occasionnels, elle était désormais le théâtre de repas animés où les rires de Manon résonnaient sous les hauts plafonds ornés de moulures. « J'ai reçu ton bulletin aujourd'hui », dit Lucien en servant une portion de rôti à Manon. « Madame Fournier me l'a remis personnellement. » La fillette leva les yeux, un mélange d'inquiétude et d'espoir dans le regard. « Et alors, félicitations s'imposent, il me semble. Premier de la classe en mathématiques et en français, et des commentaires élogieux dans toutes les matières. » Le visage de Manon s'illumina, mais elle s'efforça de rester modeste. « Les maths, c'est facile, » dit-elle en haussant les épaules. « Et j'aime bien lire, alors le français. »« Ne minimise pas tes réussites, » intervint Marcel, sa voix plus ferme. Qu'à l'accoutumée, sois fier. Ces mots simples, prononcés avec autorité par cet homme qui redécouvrait sa voix et sa place de grand-père, eurent un impact visible sur Manon. Elle se redressa légèrement et adressa un sourire reconnaissant à son aïeul. « D'accord, grand-père. Je suis contente d'avoir réussi. » Lucien observait cet échange avec émotion. Il y avait quelque chose de profondément touchant dans cette relation grand-père-petite-fille, dans cette transmission de valeurs et de force qui se faisait au quotidien,
par petites touches. Madame Fournier a également mentionné le programme d'excellence, poursuivit-il. Elle pense que tu as le niveau pour y participer dès la rentrée prochaine. Le programme d'excellence du collège Georges Brassens était réservé aux élèves particulièrement doués. Il offrait un enseignement enrichi, des sorties culturelles supplémentaires et un accompagnement personnalisé pour préparer l'orientation vers les meilleurs lycées. Vraiment. Les yeux de Manon s'écarquillèrent. Mais ça coûte cher. Non, Lucien balaya cette préoccupation d'un geste. Ne t'inquiète pas pour ça. Concentre-toi sur tes études. Le reste est mon problème. Marcel et Manon échangèrent un regard. Cette générosité constante de Lucien les mettait parfois mal à l'aise, malgré les mois écoulés. Leur fierté, profondément ancrée, leur faisait craindre de devenir des assistés, des objets de charité. Percevant leur inconfort, Lucien ajouta doucement. « Ce n'est pas un cadeau, Manon, c'est un investissement. Un jour, tu feras de grandes choses. Tu rendras au monde bien plus que ce que je peux t'offrir aujourd'hui. » Cette façon de présenter les choses sembla apaiser leur malaise. Marcel hocha lentement la tête, acceptant cette vision d'un futur, où sa petite fille pourrait voler de ses propres ailes et peut-être perpétuer cette chaîne de générosité. « Et vous, monsieur Dufresne ?» demanda Manon, désireuse de détourner l'attention. « Comment s'est passée votre journée ?» Lucien sourit, touché par cette sollicitude qui n'avait rien de forcé. « Intéressante, à vrai dire. J'ai visité le chantier de l'écoquartier ce matin. Les premiers logements sociaux seront livrés dans moins de 3 mois. » Ce projet, né de sa conversion après sa rencontre avec Manon, était devenu une priorité pour Dufresne Immobilier. Contre toute attente, il avait également généré un intérêt médiatique considérable, donnant à l'entreprise une image plus moderne et socialement responsable. Les journalistes étaient présents, poursuivit-il. Ils semblent fascinés par cette nouvelle orientation. L'un d'eux m'a même demandé ce qui avait provoqué ce changement de stratégie. « Et qu'avez-vous répondu » demanda Marcel avec curiosité. Lucien eut un sourire énigmatique. Que parfois il faut une rencontre inattendue pour nous rappeler nos valeurs essentielles. Manon rougit légèrement, comprenant l'allusion. Dans sa grande pudeur d'enfant, elle détestait l'idée d'être considérée comme l'inspiratrice de quoi que ce soit. Elle préférait rester dans l'ombre, avancer discrètement sur son propre chemin. « Avez-vous parlé à Madame Legrand » demanda-t-elle pour changer de sujet. « Justement, oui, » répondit Lucien, entrant dans son jeu. Elle est enthousiaste à l'idée de lancer le programme de tutorat entre les élèves de terminale et les collégiens des quartiers défavorisés. Ton idée fait son chemin, Manon. Cette initiative était née d'une simple remarque de la fillette, quelques semaines plus tôt. En évoquant ses anciens camarades de la Courneuve, elle avait mentionné que beaucoup étaient aussi intelligents qu'elle, mais manquaient d'encadrement et de modèles pour les encourager à poursuivre leurs études. De cette observation était né un projet ambitieux, mettre en relation des lycéens brillants avec des collégiens de zones d'éducation prioritaire pour du soutien scolaire et du mentorat. « Ce n'était qu'une idée en l'air, » murmura-t-elle. « Gênée. Les meilleures idées le sont souvent, » répliqua Lucien, « et celle-ci pourrait changer bien des vies. » Le repas se poursuivit dans cette ambiance chaleureuse, mélange de conversations légères et d'échanges plus profonds. Madame Pelletier se joignit à eux pour le dessert, autre nouveauté qui aurait semblé impensable quelques mois plus tôt. Les barrières sociales, si rigides dans l'univers de Lucien, semblaient s'effriter doucement au contact de cette famille qui ignorait les codes de la haute société. Après le dîner, après le soir, alors que Manon aidait Madame Pelletier à débarrasser, une habitude qu'elle avait gardée malgré les protestations initiales de la gouvernante, Marcel fit signe à Lucien de le suivre dans le petit salon adjacent. Une fois seul, le péquille, vieil homme sembla rassembler ses forces pour une conversation importante. « Lucien, » commença-t-il, utilisant pour la première fois le prénom de son bienfaiteur, « nous devons parler. » Surpris par ce ton solennel, Lucien s'assit face à lui, attentif. « Je vous écoute, Marcel. »« Voilà 6 mois que vous avez changé nos vies. » poursuivit le vieil homme, chaque phrase semblant lui coûter un effort considérable. « 6 mois, que vous nous offrez bien plus que nous ne pourrons jamais vous rendre. »« Je ne... » commença Lucien, mais Marcel leva une main pour l'interrompre. « Laissez-moi finir. C'est difficile pour moi de parler longtemps. » Il prit une profonde inspiration. « Je vois comment vous regardez Manon, pas comme un bienfaiteur,
pas comme un ami de la famille, comme un père regarde sa fille. Cette observation, d'une justesse désarmante, laissa Lucien sans voix. Il n'avait jamais formulé ainsi ses sentiments, même dans le secret de ses pensées. Pourtant, Marcel avait mis le doigt sur une vérité qu'il ne pouvait nier. « Je n'ai jamais voulu m'imposer, dit-il, finalement. Vous êtes sa famille, son ancre. » Marcel hocha lentement la tête. « Je suis vieux, Lucien, et malade, plus que Manon ne le sait. » Cette révélation frappa Lucien comme un coup. Il scruta le visage du vieil homme, y cherchant des signes qui l'auraient manqué. « Que voulez-vous dire, les médecins ?»« Les médecins font ce qu'ils peuvent, » coupa doucement Marcel. « Mais mon cœur est fatigué. L'accident n'était que le début, je le sens ici. » Il posa une main sur sa poitrine. « Je ne serai pas toujours là pour elle. » Un silence lourd s'installa entre les deux hommes. Au loin, ils pouvaient entendre le rire cristallin de Manon qui plaisantait avec Madame Pelletier dans la cuisine. « Pourquoi me dire cela maintenant ?» demanda finalement Lucien, la gorge serrée. « Parce que je dois savoir, » répondit Marcel en le fixant intensément. « Je dois savoir si votre engagement envers elle survivra à mon départ, si vous serez là, non pas comme un bienfaiteur, mais comme une famille. » La question était d'une gravité absolue, chargée d'implications pour l'avenir. Lucien n'eut cependant pas besoin de réfléchir à sa réponse. « Je serai là, Marcel. Tant qu'elle voudra de moi dans sa vie, je serai là. Vous avez ma parole. » Le vieil homme le regarda longuement, sondant la sincérité de cette promesse. Ce qu'il vit sembla le satisfaire, car une paix nouvelle s'inscrivit sur son visage fatigué. « Bien, » dit-il simplement. « Alors nous devons parler de l'avenir, de papiers légaux, de tutelle. » Le mot flotta entre eux, lourd de sens. La tutelle légale de Manon, une responsabilité immense, un engagement pour la vie. « Vous êtes sûr ?» demanda Lucien, mesurant la portée de ce que Marcel suggérait. « C'est votre petite fille, votre sang. » Marcel eut un sourire là. « Le sang n'est pas tout, Lucien. L'amour, l'attention, la capacité à guider, voilà ce qui compte vraiment. Vous pouvez lui offrir cela et bien plus encore. » Il s'interrompit, visiblement fatigué par cet effort de parole prolongé. « Réfléchissez-y, » conclut-il. « Nous en reparlerons, mais sachez que c'est mon souhait. » Avant que Lucien ne puisse répondre, Manon fit irruption dans la pièce, un plateau de tisanes à la main. « Madame Pelletier a dit que ça ferait du bien à grand-père avant de dormir, » annonça-t-elle en posant délicatement le plateau sur la table basse. Elle remarqua immédiatement l'atmosphère chargée entre les deux hommes. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, son regard passant de l'un à l'autre avec inquiétude. « Tout va très bien, ma chérie, » la rassura Marcel en prenant sa main. « Nous parlions juste de choses d'adultes, d'avenir. » Manon hocha la tête, pas entièrement convaincue, mais acceptant cette explication. Elle servit la tisane avec des gestes précis qui trahissaient l'habitude de prendre soin des autres. « J'ai pensé à quelque chose, » dit-elle soudainement. « Pour Noël. Ce sera bientôt. Et je me demandais si on pourrait faire un sapin. Un vrai pain de ces trucs en plastique. Dans notre ancien appartement, on n'avait pas la place, mais ici, cette demande, si simple et enfantine, contrastait avec la gravité de la conversation que les deux hommes venaient d'avoir. Pourtant, elle ramena Lucien à l'essentiel. Quelles que soient les préoccupations des adultes, la priorité était de permettre à cet enfant de vivre pleinement son enfance, de rattraper les années de joie simple qui lui avaient été volées par les circonstances. « Bien sûr, Manon, » sourit-il, « un vrai sapin et des décorations et tout ce qui va avec. Nous le ferons ensemble, ce week-end si tu veux. » Le visage de la fillette s'illumina et pendant un instant, toute trace de la petite adulte qu'elle avait dû être trop tôt disparut, laissant place à l'expression émerveillée d'une enfant de 11 ans à l'approche de Noël. « Vraiment ? On pourra choisir ensemble ? » « Absolument. Nous irons tous les trois au marché de Noël, et tu choisiras les décorations qui te plaisent. » Marcel observait cet échange avec un sourire apaisé, dans le regard que Lucien posait sur Manon, dans la douceur de sa voix quand il lui parlait. Le vieil homme trouvait la confirmation de ce qu'il espérait. Sa petite fille serait aimée et protégée, même quand il ne serait plus là pour veiller sur elle. « Et on pourra inviter Léa et Chloé pour décorer ?» demanda Manon de plus en plus enthousiaste. Léa m'a dit que sa mère fait toujours du chocolat chaud avec de la cannelle pour décorer le sapin.
Du chocolat chaud à la cannelle, des amis pour t'aider et de la musique de Noël, promit Lucien. Tout ce qu'il faut pour une vraie fête. Manon se tourna vers son grand-père, comme pour s'assurer de son approbation. Marcel hocha la tête avec un sourire tendre. « Ça me rappellera les Noëls d'autrefois, » dit-il doucement, « quand ta mère était petite. » C'était la première fois qu'il évoquait aussi directement sa fille, la mère de Manon, décédée 5 ans plus tôt. Manon se figea un instant, puis s'approcha pour l'enlacer. « Tu me raconteras, grand-père. Comment c'était quand maman était petite ?»« Je te raconterai, » promit-il en caressant ses cheveux. « Tous les souvenirs, pour que tu les gardes. » Lucien observait cette scène avec émotion, comprenant le cadeau inestimable que Marcel offrait à sa petite-fille. Non pas seulement des souvenirs, mais des racines, une histoire familiale à chérir. Et derrière cette promesse, il percevait autre chose, la volonté du vieil homme de transmettre ses précieux souvenirs avant qu'il ne soit trop tard. La soirée s'acheva doucement dans cette atmosphère de tendresse et de projets partagés. Lorsque Philippe vint chercher Marcel et Manon pour les raccompagner chez eux, Lucien les accompagna jusqu'à la voiture, enveloppant Manon dans un manteau chaud malgré ses protestations amusées. « Je ne suis pas en sucre, vous savez, » rit-elle, en acceptant néanmoins l'écharpe qu'il lui tendait. « Mieux vaut prévenir, » répliqua-t-il avec un sourire complice. « Rendez-vous samedi pour l'opération sapin de Noël. Promis. » Elle lui fit un petit signe de la main avant de monter dans la voiture, suivie par Marcel, que Philippe aidait avec son fauteuil. Lucien les regarda s'éloigner dans la nuit parisienne, leur silhouette disparaissant progressivement au détour de l'avenue. Une étrange mélancolie l'envahit, mêlée à une détermination nouvelle. Les paroles de Marcel résonnaient encore en lui, lourdes de responsabilités et de promesses. Rentrant dans la maison, il croisa Madame Pelletier qui terminait de ranger la cuisine. « Ils sont partis ?» demanda-t-elle en essuyant ses mains sur son tablier. « Oui, nous les reverrons samedi pour acheter un sapin de Noël. » La gouvernante sourit, visiblement ravie par cette perspective. « Il était temps que cette maison retrouve un peu de vie pendant les fêtes, » dit-elle avec une franchise que seules les années de service lui autorisaient. « Cela fait trop longtemps. Que vous passez Noël seul à travailler. » Lucien ne put qu'acquiescer. Depuis son divorce, les fêtes n'avaient été qu'une période comme une autre, marquée par des dîners d'affaires et des séjours de travail à l'étranger. Cette année serait différente. Cette année, pour la première fois depuis longtemps, sa maison s'emplirait de rires d'enfants, d'odeurs de pâtisserie et de cette joie simple qui lui avait tant manqué sans qu'il en ait pleinement conscience. « Françoise » dit-il soudain, utilisant à nouveau le prénom de sa gouvernante. « Pensez-vous qu'il soit possible qu'un homme de mon âge puisse encore changer? Vraiment changer ?» Madame Pelletier le regarda longuement, avec cette sagesse tranquille acquise au fil d'une vie d'observation discrète des autres. « Je vous vois changer depuis 6 mois, monsieur Dufresne. Je vous vois redevenir l'homme que vous étiez peut-être destiné à être, avant que le succès et la solitude ne vous endurcissent. » Cette réponse, d'une franchise inattendue, le toucha profondément. « Et pensez-vous que je pourrais être un bon père pour Manon, si les circonstances l'exigeaient ?» La gouvernante eut un sourire doux, presque maternel. « Je pense que vous l'êtes déjà à votre façon, et que vous le deviendrez davantage, jour après jour, si la vie vous offre cette chance. » Sur ces paroles, elle lui souhaita bonne nuit et se retira, laissant Lucien seul avec ses pensées dans le grand salon où résonnait encore, comme un écho, la musique que Manon avait jouée plus tôt. Le printemps parisien s'était installé, habillant les jardins de couleurs vives et baignant les rues d'une lumière dorée. Dans le salon de musique de la Villa Dufresne, aménagé spécialement pour Manon quelques mois plus tôt, la fillette répétait avec application le morceau qu'elle devait jouer lors du récital de fin d'année de son école de musique. « Attention! À ta main gauche sur cette mesure !» conseilla doucement Élisabeth Laurent, son professeur de piano. « Ne précipite pas le mouvement. » Manon hocha la tête, concentrée. À presque 12 ans, elle avait fait des progrès remarquables en moins d'1 an de pratique. Sa facilité d'apprentissage avait surpris même son exigeante professeure, qui voyait en elle un talent naturel rare. Dans un coin de la pièce, Lucien assistait à la leçon, comme il le faisait souvent. Ces moments passés à écouter Manon jouer s'étaient devenus précieux pour lui, des parenthèses de calme dans une vie professionnelle toujours aussi intense.
Il observait les mains fines de la fillette courir sur les touches, son visage absorbé par la musique, et sentait une fierté qu'il n'avait jamais connue auparavant. La leçon touchait à sa fin lorsque Philippe Mercier apparut discrètement à la porte du salon. Son expression grave alerta immédiatement Lucien. « Excusez-moi, dit-il en se levant. Continuez sans moi, je reviens dans un instant. » Il suivit Philippe dans le couloir inquiet. « Que se passe-t-il ?»« C'est Monsieur Girard, » répondit le chef de sécurité à voix basse. « Il a fait un malaise. L'ambulance vient de l'emmener à l'hôpital Saint-Louis. » Lucien sentit son cœur se serrer. Les paroles de Marcel, quelques mois plus tôt, lui revinrent en mémoire avec une acuité douloureuse. « Je suis malade, plus que Manon ne le sait. » Qui est avec lui? Madame Pelletier. Elle était passée lui apporter des provisions quand c'est arrivé. Elle a tout de suite appelé les secours, puis m'a contacté. Bien. Lucien jeta un regard vers la porte du salon de musique, d'où s'échappaient les notes mélodieuses du piano. Je dois l'annoncer à Manon. Philippe hocha gravement la tête. La voiture est prête. Je vous conduirai à l'hôpital dès que vous serez prêt. Lucien prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour affronter ce qui allait suivre. Comment annoncer à cet enfant, qui avait déjà tant perdu, que son dernier pilier familial était peut-être en danger? Il retourna dans le salon où Manon venait de terminer sa leçon. Elle rayonnait, visiblement satisfaite de ses progrès. « Vous avez entendu, monsieur Dufresne, Madame Laurent dit que je suis prête pour le récital. » Son enthousiasme rendait la tâche encore plus difficile. Lucien échangea un regard avec la professeure de piano, qui sembla comprendre que quelque chose n'allait pas. « Nous nous verrons jeudi prochain, Manon, dit-elle en rassemblant ses partitions. Continue à travailler ce passage que nous avons vu. » Une fois la professeure partie, Lucien s'assit à côté de Manon sur le banc du piano. « Manon, j'ai quelque chose à te dire, » commença-t-il doucement. « Ton grand-père a eu un malaise. Il est à l'hôpital en ce moment. » Le visage de la fillette se décomposa instantanément. Toute la joie qui l'animait quelques secondes plus tôt s'évanouit, remplacée par une peur viscérale qu'elle connaissait trop bien. « Est-ce qu'il va ?» Sa voix se brisa, incapable de formuler la question qui lui brûlait les lèvres. « Nous ne savons pas encore, » répondit honnêtement Lucien, « mais nous allons y aller tout de suite. Philippe nous attend. » Manon se leva d'un bond, soudain pressée, comme si chaque seconde comptait. « Allons-y maintenant, s'il vous plaît. » Le trajet jusqu'à l'hôpital se fit dans un silence tendu. Assise à l'arrière de la voiture, Manon serrait convulsivement la main de Lucien, son regard fixé sur le paysage urbain qui défilait sans le voir. Elle semblait s'être repliée en elle-même, revenant à cette posture de vigilance et de contrôle qu'elle avait progressivement abandonnée ces derniers mois. « Il savait, » murmura-t-elle soudain. « Pardon. » Lucien se pencha vers elle. « Grand-père, il savait qu'il était malade. Il ne me l'a jamais dit, mais je l'ai entendu parler avec le médecin la semaine dernière. Ils parlèrent de son cœur. » Cette révélation confirmait les craintes de Lucien. Marcel lui avait confié sa condition, mais avait choisi d'épargner sa petite fille aussi longtemps que possible. « Ton grand-père est un homme courageux, Manon. Il a toujours voulu te protéger. » Elle hocha la tête, les yeux brillants de larmes contenues. « Mais qui le protégera, lui ?» Cette question, empreinte d'une inquiétude si adulte, serra le cœur de Lucien. Il resserra son étreinte autour de la petite main qu'il tenait. « Les médecins font tout ce qu'ils peuvent, et nous serons là pour lui. Tous les deux. » À l'hôpital Saint-Louis, l'atmosphère aseptisée et l'agitation contrôlée du personnel, soignants créaient un environnement à la fois rassurant et angoissant. Madame Pelletier les attendait dans le hall d'entrée, son visage habituellement impassible marqué par l'inquiétude. « Comment va-t-il » demanda immédiatement Lucien. « Stable pour le moment. Les médecins parlent d'un infarctus. Il est en soins intensifs. » Manon s'avança, le visage pâle mais déterminé. « Je veux le voir. » Madame Pelletier échangea un regard avec Lucien, puis s'agenouilla pour se mettre au niveau de la fillette. « Ma chérie, les médecins s'occupent de lui en ce moment. Dès qu'ils auront terminé, tu pourras entrer. Mais il faut être patiente. » Cette réponse ne sembla pas satisfaire Manon, mais elle acquiesça néanmoins, comprenant les contraintes du milieu hospitalier. Ils s'installèrent dans la salle d'attente, ce purgatoire émotionnel où le temps semblait s'étirer indéfiniment. Madame Pelletier raconta en détail ce qui s'était passé. Marcel, seul dans l'appartement pendant que Manon prenait sa leçon de piano, avait ressenti une douleur soudaine à la poitrine. Il avait eu la présence d'esprit d'appeler à l'aide,
Et par chance, la gouvernante était arrivée peu après pour lui apporter un plat qu'elle avait préparé spécialement pour lui. Il était conscient quand l'ambulance est arrivée, ajouta-t-elle pour rassurer Manon. Il a même demandé qu'on te dise de ne pas t'inquiéter. Un faible sourire traversa le visage de la fillette. Ça lui ressemble bien. 1 heure passa, puis 2. Lucien s'absenta brièvement pour passer quelques appels, mobilisant ses contacts dans le milieu médical pour s'assurer que Marcel bénéficiait des meilleurs soins possibles. À son retour, il trouva Manon exactement dans la même position, immobile sur sa chaise, le regard fixé sur les portes battantes qui menaient aux soins intensifs. « Tu veux manger quelque chose ?» proposa-t-il doucement. « Il y a une cafétéria au rez-de-chaussée. » Elle secoua la tête sans détourner les yeux. « Je n'ai pas faim. »« Manon, » insista-t-il gentiment, « ton grand-père ne voudrait pas que tu te négliges. Viens prendre au moins un chocolat chaud. » À la mention de son grand-père, quelque chose sembla céder en elle. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, et elle hocha la tête. « D'accord. » La cafétéria de l'hôpital était presque déserte à cette heure tardive. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre, avec 2 chocolats chauds et des sandwichs que Manon ne fit que grignoter du bout des lèvres. « Je sais ce que tu ressens, » dit doucement Lucien après un moment de silence. Manon leva les yeux, sceptique. « Vraiment ? Ma mère est morte d'une crise cardiaque quand j'avais 13 ans, expliqua-t-il. C'était soudain, inattendu. Un jour, elle était là, le lendemain. Plus rien. » Cette confession sembla toucher Manon, qui le regardait maintenant avec une attention nouvelle. « Je ne savais pas. Vous n'en avez jamais parlé. »« Je n'en parle pas souvent, » admit Lucien, « mais je voulais que tu saches que je comprends cette peur que tu ressens, cette sensation que le sol se dérobe sous tes pieds. » Manon hocha lentement la tête, reconnaissant cette description précise de ses émotions. « Qu'est-ce qui s'est passé après? Pour vous? » « Mon père a fait de son mieux, il travaillait beaucoup. Il était maçon, je te l'ai dit, je crois. Nous n'étions pas riches, mais il a veillé à ce que je puisse faire des études. C'est lui qui m'a transmis l'amour du bâtiment à sa façon. » Manon écoutait attentivement, comme si cette histoire personnelle lui offrait un point d'ancrage dans la tempête émotionnelle qu'elle traversait. « Et votre père? »« Il est parti il y a 15 ans, » répondit Lucien. « Mais il a eu le temps de voir le début de ma réussite professionnelle. Il était fier, je crois, à sa manière bourrue. » Un silence s'installa pendant lequel Manon semblait digérer ces informations, établissant peut-être des parallèles avec sa propre histoire. « Vous n'avez pas d'enfant ?» demanda-t-elle finalement, avec cette franchise directe qui la caractérisait. « Non, » répondit Lucien. « Ma femme et moi, nous en voulions, mais cela ne s'est pas fait. Et puis nous nous sommes séparés. »« Vous auriez été un bon père, je crois, » dit-elle simplement, avant de reprendre une gorgée de chocolat. Ces mots, prononcés sans artifice, touchèrent Lucien plus qu'il ne l'aurait imaginé. Venant de cet enfant qu'il observait avec tant d'acuité depuis des mois, ils avaient valeur de vérité. « Merci, Manon. Cela signifie beaucoup pour moi. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Madame Pelletier. « Le médecin veut vous parler, » annonça-t-elle. « Et Manon pourra voir son grand-père après. » Ils remontèrent rapidement à l'étage des soins intensifs, où un homme d'une 50aine d'années en blouse blanche les attendait. Le docteur Renard, cardiologue, avait un visage fatigué mais bienveillant. « Monsieur Dufresne » il tendit la main. « Je suis le médecin en charge de Monsieur Girard. »« Comment va-t-il » demanda immédiatement Lucien. Le médecin jeta un regard à Manon, hésitant visiblement à parler devant elle. « C'est sa petite-fille » expliqua Lucien. « Elle a le droit de savoir. » Le docteur Renard hocha la tête, puis s'adressa à eux deux avec une franchise professionnelle. « Monsieur Girard a subi un infarctus du myocarde assez sévère. Nous avons stabilisé son état, mais son cœur a été significativement endommagé. Il souffrait déjà d'une cardiomyopathie avancée, probablement liée à son accident de travail et aggravée par le stress post-traumatique. » Manon écoutait avec une intensité qui contrastait avec son jeune âge, absorbant chaque mot malgré la terminologie médicale. « Quel est le pronostic » demanda Lucien, conscient que la question était directe mais nécessaire. Le docteur Renard hésita. « À court terme, nous espérons une stabilisation, mais à long terme. Son cœur est très affaibli. Il aurait besoin d'une transplantation, mais à son âge et avec ses antécédents, ce n'est malheureusement pas une option envisageable. » Manon serra les poings, luttant visiblement pour maintenir son calme. « Combien de temps »
demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Le médecin la regarda avec compassion, impressionné par sa maturité. C'est difficile à dire. Avec un traitement approprié et beaucoup de repos, peut-être quelques années. Mais il faut être réaliste. Son état est fragile. Lucien posa une main protectrice sur l'épaule de Manon, sentant qu'elle vacillait sous le poids de cette nouvelle. « Puis-je le voir maintenant » demanda-t-elle, sa voix retrouvant un peu de fermeté. « Oui, mais brièvement. Il est conscient mais très fatigué. Essayez de ne pas l'agiter. » Elle acquiesça solennellement puis suivit, qu'à l'infirmière qui les guidait vers la chambre de Marcel. Lucien resta en retrait, comprenant que ce moment appartenait à Manon et à son grand-père. « Je serai juste dehors si tu as besoin de moi, » dit-il avant qu'elle n'entre. Elle lui adressa un regard reconnaissant, puis disparut dans la chambre. Resté seul avec le docteur Renard, Lucien put poser les questions plus techniques qu'il avait retenues en présence de Manon. Le médecin confirma ses craintes. L'état de Marcel était plus grave qu'il ne l'avait laissé entendre. Sans transplantation, ses chances de survie à long terme étaient minces. « Il le sait, » ajouta le médecin. « Nous en avons discuté quand il était encore lucide. Il est en paix avec sa situation. » A-t-il parlé de sa petite fille? C'était sa principale préoccupation. Il voulait s'assurer qu'elle serait prise en charge. Lucien hocha la tête, sentant le poids de la responsabilité qui lui incombait désormais. Elle le sera. Je m'en occupe personnellement. Dans la chambre, Manon s'était approchée du lit où reposait son grand-père. Marcel semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. Son visage était pâle, presque gris, et diverses machines l'entouraient, émettant des bips réguliers qui rythmèrent sa survie. « Grand-père », murmura-t-elle en prenant doucement sa main. Marcel ouvrit les yeux, et un faible sourire éclaira son visage fatigué. « Ma petite fille » dit-il d'une voix à peine audible. « Je suis désolé de t'inquiéter. »« Ne t'excuse pas » répondit-elle en retenant ses larmes. « Tu dois juste te reposer et guérir. » Il serra faiblement sa main. « Manon, écoute-moi, c'est important. » Elle se pencha vers lui, attentive à chaque mot. « Lucien, il prendra soin de toi, j'ai tout arrangé. »« Ne parle pas comme ça, » protesta-t-elle. « Tu vas guérir, on rentrera à la maison et tout redeviendra comme avant. » Marcel secoua doucement la tête. « Il faut être réaliste, ma chérie. Mon cœur est fatigué, mais je suis en paix, parce que je sais que tu ne seras pas seule. » Manon ne put retenir ses larmes plus longtemps. Elles coulèrent silencieusement sur ses joues, témoin de sa douleur contenue. « Je ne veux pas te perdre, » murmura-t-elle. « Pas toi aussi. »« Tu ne me perdras jamais vraiment, » répondit Marcel avec une tendresse infinie. « Je serai toujours là, dans ton cœur, dans tes souvenirs, dans la musique que tu joues. » Il marqua une pause, visiblement épuisé par cet effort. « Promets-moi quelque chose, Manon. Tout ce que tu veux, grand-père. Promets-moi de vivre pleinement, d'être heureuse, de saisir toutes les chances que la vie t'offre maintenant. » Manon hésita, comme si accepter cette promesse revenait à accepter l'inévitable. « Je promets, » dit-elle finalement, sa voix à peine audible. « Bien, » sourit faiblement Marcel. « Maintenant, va chercher Lucien. J'ai besoin de lui parler aussi. » Manon sortit de la chambre, le visage strié de larmes, mais étrangement calme. Lucien l'attendait dans le couloir, inquiet. « Il veut vous voir, » dit-elle simplement. Lucien entra dans la chambre, frappé par l'état de Marcel. Les machines, les tubes, la pâleur de son visage, tout indiquait la gravité de sa condition. « Lucien !» murmura le vieil homme en lui faisant signe d'approcher. « Je suis là, Marcel. Les papiers, dans mon bureau. Le notaire a tout préparé, la tutelle légale, tout est prêt. » Lucien acquiesça, comprenant l'urgence qui animait Marcel. « Ne vous inquiétez pas pour cela, je m'en occuperai. »« Prenez soin d'elle, » poursuivit Marcel, chaque mot semblant lui coûter un effort considérable. « Elle est exceptionnelle, mais fragile aussi, malgré sa force apparente. »« Je le sais, » assura Lucien. « Je serai là pour elle. Vous avez ma parole. » Marcel sembla se détendre légèrement, comme si un poids quittait ses épaules. « Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, pour nous deux. C'est moi qui vous dois de la gratitude, Marcel. Vous et Manon, vous avez changé ma vie. » Un faible sourire traversa le visage du vieil homme. « Nous sommes quittes, alors. » Ses yeux se fermèrent, non pas définitivement, mais sous l'effet de l'épuisement. Lucien resta quelques instants près de lui, observant sa respiration régulière mais laborieuse, puis sortit discrètement. Dans le couloir, Manon attendait,
le visage marqué par l'inquiétude et l'épuisement. Il s'est endormi, la rassura Lucien. Il a besoin de repos. Elle hocha la tête, puis leva vers lui un regard empreint d'une gravité nouvelle. Il ne va pas guérir, n'est-ce pas? Lucien hésita, partagé entre le désir de la protéger et le respect qu'il lui devait. Son état est sérieux, Manon. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais... Je comprends, le coupa-t-elle doucement. Grand-père m'a toujours dit de regarder la vérité en face, même quand elle fait mal. Cette maturité, cette capacité à affronter la réalité la plus dure, frappait toujours Lucien chez cet enfant. Il s'agenouilla pour se mettre à son niveau. Quoi qu'il arrive, Manon, tu n'es pas seule. Tu ne seras jamais seule. Elle le regarda longuement, sondant peut-être la sincérité de cette promesse. « Je sais, dit-elle finalement. Grand-père a dit que vous aviez tout arrangé. Pour moi, pour après. Ton grand-père est un homme prévoyant, répondit doucement Lucien. Il veut s'assurer que tu seras toujours protégé et aimé. Et c'est vous qui vous occuperez de moi? La question flotta entre eux, chargée d'implications pour l'avenir. Si tu le veux bien, répondit Lucien, ce serait un honneur pour moi. Manon ne répondit pas immédiatement. Elle semblait peser cette possibilité, réfléchir à ce que signifierait ce changement dans sa vie. Ça ne serait pas pour remplacer grand-père, précisa-t-elle finalement. Personne ne peut le remplacer. Bien sûr que non, confirma Lucien. Ton grand-père sera toujours ton grand-père, et les souvenirs que tu as avec lui t'appartiendront pour toujours. Je ne serai là que pour continuer ce qu'il a commencé. Prendre soin de toi, t'aider à grandir, te soutenir dans tes choix. Cette clarification sembla la rassurer. Elle hocha la tête, puis, dans un geste qui surprit Lucien, s'avança pour l'enlacer brièvement. « D'accord », murmura-t-elle contre son épaule. Ce simple mot, cet acquiescement silencieux à un futur qu'elle n'avait pas choisi mais qu'elle acceptait avec courage, toucha Lucien au plus profond de son être. Il resserra doucement son étreinte, conscient de la confiance immense que cet enfant plaçait en lui. « Nous y arriverons ensemble, promit-il. Un jour à la fois. » Madame Pelletier s'approcha d'eux, son visage empreint de compassion. « Il est tard, dit-elle doucement. Manon devrait se reposer. Les médecins ont dit qu'ils nous appelleraient s'il y avait le moindre changement. » Lucien acquiesça, conscient que la fatigue émotionnelle commençait à peser lourdement sur Manon. « Tu viens ?» demanda-t-il en se relevant. « Nous reviendrons demain à la première heure. » Manon hésita, jetant un regard vers la chambre où dormait son grand-père. « Je peux rester ici cette nuit ?» demanda-t-elle, juste au cas où. Sa voix se brisa sur ces derniers mots, laissant entrevoir la peur qui l'habitait. Celle de ne pas être présente si l'état de son grand-père venait à s'aggraver soudainement. « Les règles de l'hôpital », commença Lucien avant de s'interrompre. Les règles n'avaient que peu d'importance face à la détresse de cet enfant. « Je vais arranger ça. Attends-moi ici. » Il s'éloigna pour parler avec le personnel médical, usant de son influence et de sa persuasion pour obtenir une exception. Quelques minutes plus tard, il revint vers Manon. « C'est d'accord. Tu pourras rester dans un fauteuil près de lui, mais tu dois me promettre d'essayer de dormir un peu. » Le soulagement qui illumina son visage valait tous les efforts du monde. « Promis !» dit-elle avec un faible sourire. La nuit qui suivit fut longue pour tous. Lucien, malgré les protestations de Manon qui insistait pour qu'il rentre se reposer, décida de rester également. Il s'installa dans la salle d'attente, refusant de laisser cet enfant affronter seul les heures d'incertitude. Vers minuit, alors que l'hôpital s'était plongé dans le silence relatif qui caractérise ces lieux la nuit, Manon vint le rejoindre, l'air épuisé, mais calme. « Il dort profondément », expliqua-t-elle en s'asseyant à côté de lui. L'infirmière a dit que c'était bon signe. Lucien acquiesça, notant les cernes qui se dessinaient sous les yeux de la fillette. « Tu devrais essayer de dormir aussi », suggéra-t-il doucement. Elle secoua la tête. « Je n'y arrive pas. Je pense trop. »« À quoi penses-tu » Manon sembla hésiter, cherchant ses mots. « À l'avenir, à ce qui va changer, à ce qui restera pareil. » Lucien comprit la profondeur de ses préoccupations. Cet enfant, déjà confronté à tant de bouleversements dans sa jeune vie, se préparait mentalement à en affronter un nouveau. « Certaines choses changeront, admit-il, d'autres resteront les mêmes. Tu continueras ton école, tes leçons de piano, tu garderas tes amis, ta chambre, et tu auras toujours un foyer. »« Chez vous ?» demanda-t-elle, précisant sa pensée. « Si tu le souhaites.
Ou nous pouvons garder l'appartement actuel si tu t'y sens plus à l'aise. Manon réfléchit un instant. Je crois que j'aimerais venir chez vous. La villa, elle est devenue un peu comme une deuxième maison de toute façon. Cette réponse toucha Lucien plus qu'il ne l'aurait imaginé. Que cet enfant considère sa demeure comme un foyer possible, après tout ce qu'elle avait traversé, témoignait d'une confiance qui l'honorait. « Alors c'est décidé, sourit-il. Madame Pelletier sera ravie, je crois. Quel rêve de te voir t'installer définitivement pour pouvoir te préparer tous ces gâteaux dont elle a le secret. » Cette remarque arracha un léger sourire à Manon. Elle fait les meilleurs financiers de Paris, admit-elle. Puis, après, une pause. Est-ce que je pourrais encore voir les amis de grand-père parfois? Monsieur Dupont du Café et Madame Benahouda qui habite en face? Bien sûr, assura Lucien. Ces liens sont importants. Ils font partie de ton histoire avec ton grand-père. Rassurée, Manon s'installa plus confortablement dans son fauteuil. Peu à peu, la fatigue la gagna, et elle finit par s'endormir, la tête appuyée contre l'épaule de Lucien. Il resta immobile, écoutant la respiration régulière de cet enfant qui, par un étrange tour du destin, était entré dans sa vie pour la transformer radicalement. Il repensa au chemin parcouru depuis ce jour où elle l'avait intercepté dans le hall de sa maison, lui sauvant probablement la vie. Qui aurait pu prédire que cette rencontre fortuite le conduirait ici, dans ce couloir d'hôpital, prêt à assumer un rôle qu'il n'avait jamais envisagé pour lui-même, celui de père. L'aube pointait à travers les fenêtres de l'hôpital lorsque Manon se réveilla en sursaut. « Grand-père !» s'exclama-t-elle désorientée. « Tout va bien », la rassura Lucien. « Il dort toujours. J'ai vérifié il y a 20 minutes. » Elle se frotta les yeux, encore ensommeillée, puis se leva. « Je vais aller le voir. » Lucien l'accompagna jusqu'à la chambre, où Marcel reposait paisiblement, son état apparemment stable selon les moniteurs qui l'entouraient. Une infirmière les rejoignit peu après, venant effectuer les contrôles matinaux. « Il a passé une bonne nuit », les informa-t-elle avec un sourire encourageant. « Le docteur Renard passera le voir dans 1 heure environ. » Cette nouvelle sembla soulager Manon, qui s'installa au chevet de son grand-père, lui tenant doucement la main. « Je vais chercher quelque chose à manger », proposa Lucien. « Tu as besoin de force. » Alors qu'il quittait la chambre, il fut frappé par le tableau qu'offraient ces deux êtres unis par le sang et par l'amour, l'un luttant pour rester dans ce monde, l'autre veillant sur lui avec une dévotion absolue. Quel que soit l'avenir qui les attendait, cette image resterait gravée dans sa mémoire comme un témoignage de ce que signifiait vraiment l'amour familial, une leçon qu'il n'aurait jamais cru recevoir à son âge et dans sa position. Les Tossabt, jours qui suivirent, s'installèrent dans une routine précaire. Marcel restait hospitalisé, son état fluctuant entre de brèves améliorations et des périodes d'extrême faiblesse. Manon partageait son temps entre l'hôpital, l'école et la villa où elle passait désormais ses nuits, ne voulant plus retourner à l'appartement vide de la présence de son grand-père. Lucien, de son côté, jonglait entre ses responsabilités professionnelles qu'il ne pouvait totalement délaisser et son engagement auprès de Manon et de Marcel. Il assistait aux réunions essentielles le matin, puis passait ses après-midi à l'hôpital, travaillant parfois sur son ordinateur portable pendant que Manon faisait la lecture à son grand-père ou lui jouait des morceaux de piano sur une petite application de son téléphone. Ce nouvel équilibre, bien que né de circonstances douloureuses, créait entre Lucien et Manon une complicité grandissante. Ensemble, ils affrontaient l'incertitude, se soutenant mutuellement dans les moments difficiles. Parfois, c'était Manon qui trouvait les mots pour réconforter Lucien, lui rappelant avec sa sagesse d'enfant que la vie continue, même quand on a peur de l'avenir. D'autres fois, c'était lui qui la rassurait après un cauchemar, lui préparant un chocolat chaud à 3 heures du matin en écoutant patiemment ses craintes. 1 semaine après l'hospitalisation de Marcel, le docteur Renard les convoqua dans son bureau pour une discussion qui s'annonçait déterminante. « L'état de M. Girard s'est stabilisé, commença-t-il, mais son cœur reste très affaibli. Nous avons fait tout ce qui était médicalement possible. » Manon, assise très droite sur sa chaise, écoutait avec une attention intense. « Que proposez-vous » demanda Lucien. « Un retour à domicile, avec des soins palliatifs, » répondit le médecin. « Monsieur Girard pourrait ainsi passer le temps qu'il lui reste dans un environnement familier,
entouré de ses proches. Une équipe médicale assurerait un suivi régulier et veillerait à son confort. Combien de temps? La voix de Manon était à peine audible. Le docteur Renard la regarda avec compassion. C'est difficile à dire avec précision. Peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois. Mais pas davantage. J'en ai peur. Manon ferma brièvement les yeux, absorbant ce pronostic qu'elle avait sans doute déjà anticipé. « Grand-père préférerait être à la maison », dit-elle finalement. « Il déteste les hôpitaux. » Lucien posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous pouvons aménager une chambre au rez-de-chaussée de la villa, » proposa-t-il, « avec tout l'équipement nécessaire. Ce serait plus pratique pour les soins, et tu pourrais être près de lui à tout moment. » Manon le regarda avec gratitude. « Vous feriez ça ?»« Bien sûr, c'est la meilleure solution. » Le docteur Renard approuva ce plan. « Effectivement, cela me semble idéal. Je vous mettrai en contact avec notre service de soins palliatifs à domicile. Ils vous expliqueront tout le processus. » 2 jours plus tard, Marcel quittait l'hôpital pour s'installer dans une chambre spécialement aménagée à la villa Dufresne. L'espace, lumineux et donnant sur le jardin, avait été équipé de tout le matériel médical nécessaire, mais agencé de façon à créer une atmosphère chaleureuse plutôt que clinique. Des photos de famille ornèrent les murs, et Lucien avait même fait installer un petit système audio pour que Marcel puisse écouter Manon jouer du piano depuis sa chambre quand il se sentait trop faible pour se déplacer. Ce soir-là, après que Marcel se fut endormi et que l'infirmière de nuit eut pris son poste, Lucien trouva Manon dans le salon de musique, assise devant le piano sans jouer, les mains posées sur ses genoux. « Tu ne vas pas te coucher ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête. « Je n'ai pas sommeil. » Lucien s'assit à côté d'elle sur le banc du piano. « Tu veux en parler ?» Elle resta silencieuse un moment, puis se tourna vers lui. « Comment on fait pour dire au revoir ? À quelqu'un qu'on aime ?» La question, posée avec une simplicité déchirante, prit Lucien au dépourvu. Comment expliquer à une enfant de 12 ans ce que des adultes mettent parfois toute une vie à comprendre ? « Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse parfaite, Manon, » admit-il. « Mais je crois que cela commence par profiter de chaque moment qu'il nous reste avec cette personne, par lui dire tout ce qu'on a sur le cœur, les merci, les je t'aime, les souvenirs qu'on chérit. » Manon hocha lentement la tête, réfléchissant à ses paroles. « Et ensuite, quand c'est fini, ensuite, on pleure, on se souvient. On honore cette personne en continuant à vivre d'une façon qui lui ferait plaisir. Et petit à petit, la douleur devient moins vive. Elle ne disparaît jamais complètement, mais elle se transforme en quelque chose d'autre, en une forme d'amour, qui continue différemment. » Des larmes silencieuses coulaient maintenant sur les joues de Manon. « J'ai peur, » avoua-t-elle dans un murmure. « Pas seulement qu'il parte. J'ai peur d'oublier. Sa voix, son rire, la façon dont il me regardait. Quand j'étais petite, » Lucien passa un bras autour de ses épaules. « Tu n'oublieras pas, Manon. Les personnes que nous aimons vraiment restent en nous, d'une façon ou d'une autre. Et puis, nous serons là pour parler de lui, pour raconter des histoires, pour garder sa mémoire vivante. » Elle se blottit contre lui, acceptant ce réconfort. « Merci, » murmura-t-elle, « de faire tout ça, pour grand-père, pour moi. Tu n'as pas à me remercier, Manon, c'est ce qu'on fait quand on tient à quelqu'un. » Ces derniers mots, qu'il n'avait pas prémédités, contenaient une vérité profonde qu'il découvrait lui-même. Oui, il tenait à cet enfant extraordinaire qui avait fait irruption dans sa vie. Il tenait à elle comme à la fille qu'il n'avait jamais eue. Et il ferait tout en son pouvoir pour l'aider à traverser cette épreuve, puis toutes celles que la vie placerait encore sur son chemin. Ensemble, ils restèrent ainsi un long moment, unis dans cette communion silencieuse où les mots n'étaient plus nécessaires. Dehors, la nuit parisienne enveloppait la villa de son manteau étoilé, témoin discret de cette famille improbable qui se construisait pas à travers les joies et les peines, les rires et les larmes, comme toutes les vraies familles. 2. Rien s'était écoulé depuis ce jour fatidique où Manon avait attendu Lucien dans le hall de sa demeure pour lui sauver la vie. 2 années de transformation profonde, de deuil, de reconstruction, et finalement d'espoir. Ce matin de juin, la villa Dufresne s'animait d'une effervescence inhabituelle. Des fleurs fraîches ornaient chaque pièce, un buffet élégant,
était dressée sur la terrasse, et Madame Pelletier, vêtue de sa plus belle tenue, supervisait les derniers préparatifs avec une énergie décuplée par l'importance de l'occasion. « Lucien, avez-vous vu l'heure » lança-t-elle en apercevant le maître de maison qui descendait l'escalier principal. « Les invités seront là dans moins d'une heure. »« Je sais, Françoise, » sourit-il, ajustant sa cravate. « Manon est-elle prête ?»« Presque. » Elle finit de se coiffer. Cet enfant est d'un perfectionnisme. Lucien sourit à cette remarque qui résumait si bien l'un des traits de caractère de Manon. À 14 ans, elle n'était plus tout à fait une enfant, mais pas encore une femme. Cette période de transition, souvent difficile, elle la traversait avec la même détermination tranquille qui la caractérisait depuis toujours. « Je vais voir si elle a besoin d'aide », décida-t-il en remontant l'escalier. Il s'arrêta devant la porte de la chambre de Manon, cette pièce qui, en 2 ans, avait été redécorée plusieurs fois pour accompagner l'évolution de sa jeune occupante. Des posters de musiciens classiques côtoyaient désormais des photos d'amis du collège, et une bibliothèque imposante témoignait de sa passion grandissante pour la littérature. « Manon, je peux entrer ? »« Oui, j'arrive. » Il poussa doucement la porte et la découvrit devant son miroir, luttant avec une mèche rebelle qui refusait de rester en place dans son chignon sophistiqué. « Tu es magnifique, » dit-il avec une sincérité absolue. Manon se retourna, rougissant légèrement. Sa robe bleu nuit, simple mais élégante, mettait en valeur sa silhouette qui commençait à perdre ses rondeurs d'enfant. Son visage, autrefois si grave, s'était adouci au fil des mois, tout en conservant cette intensité qui la rendait si particulière. « Vous trouvez ? Je me sens un peu bizarre, comme si je jouais un rôle. »« C'est normal, » la rassura-t-il en s'approchant. « C'est un grand jour, pour nous deux. » Elle hocha la tête, puis se tourna à nouveau vers le miroir pour un dernier ajustement. « J'aurais aimé que grand-père soit là, » murmura-t-elle. « Il est là, Manon, d'une certaine façon. » Lucien désigna la petite photo encadrée sur la coiffeuse. Marcel Girard, souriant faiblement mais sereinement, assis dans le jardin de la villa quelques semaines avant son départ. À ses côtés, Manon lui tenait la main, son jeune visage, empreint d'amour et de détermination. Marcel s'était éteint paisiblement 1 an et demi plus tôt, par une douce matinée d'hiver, Manon et Lucien à son chevet. Ses derniers mots avaient été pour sa petite fille « Sois heureuse, ma Manon, c'est tout ce qui compte ». Le deuil avait été difficile, bien sûr. Manon avait traversé des périodes de tristesse intense, de colère parfois, et de questionnement existentiel. Mais elle avait aussi fait preuve d'une résilience extraordinaire, s'accrochant aux souvenirs lumineux plutôt qu'à l'absence. La musique, en particulier, était devenue un refuge où elle pouvait communiquer avec la mémoire de son grand-père. « Je sais qu'il serait fier de toi », ajouta doucement Lucien. « De nous, de ce que nous sommes devenus ensemble. » Manon acquiesça puis se tourna pour lui faire face. « Est-ce que je peux vous poser une question ?»« Bien sûr. Après la cérémonie, est-ce que je devrais vous appeler papa ?» La question, posée avec cette franchise directe qui était sa marque de fabrique, prit Lucien au dépourvu. Depuis le décès de Marcel et l'officialisation de son statut de tuteur légal, leur relation avait évolué naturellement vers quelque chose de profondément filial, sans qu'il n'ait jamais eu besoin de mettre des mots sur ce lien. « Tu peux m'appeler comme tu le souhaites, Manon, » répondit-il avec émotion. « Ce qui compte, ce n'est pas le mot, mais ce qu'il y a derrière. » Elle sembla réfléchir intensément, pesant le poids de cette décision. « Je crois que je vais continuer à vous appeler Lucien pour l'instant. Ça ne veut pas dire que je ne vous considère pas comme... Vous savez. Je sais, sourit-il, touché par sa sensibilité, et je respecte ton choix. » Un silence confortable s'installa entre eux, chargé de toutes ces choses qu'il n'avait pas besoin d'exprimer pour les ressentir. « Bon, » dit finalement Manon en attrapant un petit écrin sur sa commode. « Il est temps, non ?»« Oui, nos invités vont arriver. » Ils descendirent ensemble l'escalier principal, accueillis par le regard ému de Madame Pelletier, qui ne put s'empêcher d'essuyer discrètement une larme. « Vous êtes superbes, tous les deux, » déclara-t-elle, « comme une vraie famille. Nous sommes une vraie famille, Françoise, » corrigea doucement Lucien. « Peut-être pas conventionnelle, mais bien réelle. » Les premiers invités commençaient à arriver. Chloé et Léa, devenues les meilleures amies de Manon,
firent une entrée remarquée, enlaçant leurs camarades avec effusion. Henri Valmont, l'ami et collaborateur de Lucien, était accompagné de son épouse. Le docteur Élise Bertrand, qui avait tant aidé Marcel puis Manon après son deuil, arriva avec un bouquet de fleurs. Philippe Mercier se tenait discrètement en retrait, veillant comme toujours à la sécurité, tout en participant à l'événement. Et puis, il y avait les habitants, de La Courneuve. Monsieur Dupont, le propriétaire du café où Marcel aimait prendre son café du matin. Madame Benahouda, la voisine du palier qui gardait parfois Manon lorsque Marcel devait s'absenter. Et d'autres encore témoins de cette vie d'avant que Manon avait tenu à honorer en les invitant. Le juge Lambert arriva en dernier, portant avec lui la solennité de sa fonction tempérée par un sourire bienveillant. C'était lui qui, 1 an plus tôt, avait officialisé la tutelle de Lucien sur Manon. Aujourd'hui, il venait pour une cérémonie encore plus significative. Tous se rassemblèrent dans le grand salon, transformé pour l'occasion en une sorte de salle de cérémonie intime. Manon et Lucien se tenaient côte à côte devant le juge, face à leurs invités. « Nous sommes réunis aujourd'hui, » commença le juge Lambert, « pour célébrer un événement rare et précieux, l'adoption de Manon Girard par Monsieur Lucien Dufresne. » Un murmure ému parcourut l'assistance. Cette adoption, désirée par Lucien depuis longtemps, mais qu'il n'avait jamais voulu précipiter, était le fruit d'une longue maturation et d'une décision partagée. L'adoption, poursuivit le juge, n'est pas simplement une procédure administrative. C'est la reconnaissance légale d'un lien d'amour et de responsabilité qui existe déjà dans les cœurs. C'est un engagement pour la vie. Manon écoutait attentivement, son visage reflétant la gravité du moment. Lorsque le juge lui demanda si elle consentait librement à cette adoption, sa voix s'éleva claire et assurée. « Oui, je le veux. »« Monsieur Dufresne, continua le juge, vous engagez-vous à aimer, protéger et guider Manon tout au long de sa vie, comme votre propre. »« Phil ?»« Je m'y engage, » répondit Lucien, la gorge serrée par l'émotion. Le juge leur présenta alors les documents officiels qu'ils signèrent l'un après l'autre. Ce simple acte administratif venait sceller légalement ce que leur cœur savait. Depuis longtemps, ils étaient une famille. Par les pouvoirs qui me sont conférés, conclut solennellement le juge, je déclare que Manon Girard est désormais légalement la fille de Lucien Dufresne, avec tous les droits et responsabilités que ce lien implique. Elle portera désormais le nom de Manon Girard Dufresne, honorant ainsi ces 2 familles. Des applaudissements éclatèrent dans la salle, tandis que Manon et Lucien échangeaient un regard chargé d'émotion. Puis, dans un geste qui surprit Lucien, Manon ouvrit le petit écrin qu'elle tenait depuis le début de la cérémonie et en sortit un objet qu'il reconnut immédiatement. La montre de Marcel, ce vieil objet usé mais précieux que le grand-père avait toujours gardé près de lui. « Grand-père voulait que vous l'ayez, dit-elle en la lui tendant. Il me l'a confié avant de partir. Il a dit que le temps était précieux et qu'il savait que vous en feriez bon usage pour moi. » Lucien prit la montre avec révérence, profondément touché par ce geste symbolique. C'était comme si Marcel, à travers cet objet et les mains de sa petite fille, lui donnait une dernière fois sa bénédiction. « Merci, Manon. Je la chérirai. » Puis, sortant à son tour un petit écrin de sa poche, il l'ouvrit pour révéler un délicat pendentif en forme de clé de sol, serti de petits diamants. « Et voici mon cadeau pour toi, » dit-il en le lui passant autour du cou, « pour que tu n'oublies jamais que la musique est une clé qui ouvre toutes les portes. » Manon toucha le pendentif avec émerveillement, puis, dans un élan spontané, enlaça Lucien. Ce geste, si naturel et pourtant si significatif, semblait marquer le début d'un nouveau chapitre de leur histoire commune. La réception qui suivit fut joyeuse et détendue. Sur la terrasse baignée de soleil, les invités se mêlaient, créant d'improbables conversations entre le monde de la haute finance parisienne et celui des quartiers populaires. Manon passait d'un groupe à l'autre avec aisance, aussi à l'aise avec les amis de Lucien qu'avec ses anciennes connaissances de La Courneuve. À un moment, Lucien la vit discuter animément avec Henri Valmont, son directeur financier. S'approchant, discrètement, il surprit leur conversation. « Et donc, » expliquait Manon avec passion, « je pense que les entreprises comme celle de Lucien devraient investir davantage dans les programmes culturels des quartiers défavorisés. La musique,
L'art, la littérature, ce sont des portes vers un autre avenir pour beaucoup d'enfants. Henri l'écoutait avec un mélange d'amusement et de respect.